gueule. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring, je suis Driver, je suis là pour vous servir et aujourd'hui je reçois le capitaine de l'équipe. Pourquoi le capitaine de l'équipe ? Parce que chronologiquement, et tu m'arrêtes si je me trompe, t'es le premier rappeur, le premier à avoir rappé dans la Mafia Quinfri. Exact. Voilà. Donc je parle de Monsieur Manuquet, comment vas-tu ? Ça va, merci pour l'invitation déjà, Driver. Ça va, super, et toi ? Plaisir. Tout va bien. Bon, on va revenir sur ton parcours, je sais que c'est une longue histoire. Ouais. Tu viens de sortir un bouquin ? Ouais, qui s'appelle Les Liens Sacrés, Voilà. sorti chez Face Cachée, puis en cadre, voilà. Ok. Bon, donc on va profiter pour revenir sur tout ton parcours. J'ai lu déjà le bouquin, je le trouve magnifique. Merci. Ça m'a replongé dans une époque que j'ai connue en plus. Donc, on va commencer par le commencement, comme on fait toujours ici. La première fois que tu es devenu rappeur, le moment où tu te dis, ok, il faut que j'écrive des rimes, il faut que je rappe. Ça se passe à l'école, Ouais. en CM2. Ok. CM2 où je découvre Radio Nova, mes grands frères écoutaient. Et j'écoutais les Lionel D, Secteur A, tout ça. Et tout de suite, je suis pris de passion par ce truc parce que c'est la première fois que j'entends des mecs qui rappent en français. Et puis, je cherche tout de suite à savoir comment on fait, comment on se procure des cassettes et tout. Donc, on resitue le contexte. Voilà. On est fin des années 80, Voilà. début des années 90. Début des Parce années que 90. T'as dit Secteur 1, mais il s'appelait même pas comme ça encore à l'époque. Ouais, pour c'est ça. Mr. Hammer, la Voilà. 7 Tadoulaye, Donc, on remonte là-dedans, quoi. Un tas de noms. Ouais, voilà. Mais voilà, on Voilà. est fin des années 80. Ouais. Voilà, fin d'année, plus précisément 87-88, Ok, quand j'écoute Radio Nova, tout ça. Et il y a un ami à moi dans la classe, dans la même classe qu'on a fait toutes les classes ensemble en primaire. Il est fan de Renaud Séchant. Ok. Donc il me passe une cassette de Renaud Séchant et puis moi j'en veux pas au début. Je vois un blond avec un foulard rouge. Je lui dis garde ta cassette. Il dit non mais écoute. Ok. Et puis quand je mets la cassette, je me reconnais dans ce qu'il fait. Il rime et c'est un peu marrant, un peu vulgaire. Ouais. Et il a une façon de rimer, tout ça. Et puis moi je recopie les textes. Sur un bout de papier et puis j'apprends des trucs par cœur. Et quand j'écoute Radio Nova, ça ressemble un peu. Et Ok. je dis attends, je vais un petit peu copier, je vais m'identifier à ça. Et il avait une espèce de mesure, il faisait des 4 temps, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait les temps sur Ok. Sur Renaud. Voilà, sur Renaud Séchant. Un truc de ouf. Et Ok. voilà. Et puis mon premier texte s'appelle Stop la violence. Ok. Et je le fais un jour à la MJC. Il y a du monde, je le fais sans micro comme ça. Et puis c'est là que je me suis dit pourquoi pas. On a reçu plusieurs rappeurs ici qui ont Ouais. connu cette époque de Radio Nova et ils ont presque tous un point commun, c'est qu'à un moment ils apprenaient les textes par cœur des rappeurs de Radio Nova et ils allaient les rapper autour d'eux en faisant croire que c'était eux-mêmes qui avaient écrit ça. Est-ce que t'as fait ça? toi? Non, j'ai pas fait ça. Ah Je ouais? les apprenais parce qu'on avait la même cassette. Ok. La cassette, on en avait qu'une avec du scotch. On mettait du Ouais. scotch au bout. Où on a réenregistré Plusieurs fois dessus. Voilà, peut-être du zouk d'une tante ou quoi. Et D'ailleurs, ça crée des embrouilles. Voilà. Et il y avait du souffle dessus. Ouais. Et puis c'est une cassette où j'apprenais les textes, par exemple des Little, de Moda et Dan, tu vois, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, Mais tu disais jamais que c'était toi. Ah non, mais T'es un mec bien. toi. ouais, je faisais pas, je retranscrivais pas les textes. EGM, je l'ai pillé, moi. EGM aussi. Ah, c'était mais moi, je fort. disais que c'était moi. Ouais, ah, ouais, Moi, je disais que c'était moi. dangereux. Avant dangereux, même. Le rap attaque. Le rap attaque, ouais. Tu te rappelles de Ouais, ça? le mouvement authentique, tout ça, Voilà. voilà, on écoutait ça. Ok. Et puis on apprenait les textes par cœur et tout, mais vraiment le déclic, moi, ça a été Renaud Séchant. Voilà. Donc, ensuite, t'écris ton premier texte, comme tu disais, Ça s'appelle Stop la violence. Voilà. Voilà. Tu le rappes à la MJC. À MJC d'Orly, je D'Orly. le rappe tout seul devant tout le monde et
Et là, il y a Seydou Zitumbi alias Mistaflo. Je fais sa rencontre là à la 7e JC d'Orly. Ok. Et voilà, puis au fur et à mesure, on sympathise. J'apprends au même moment qu'il habite dans le haut d'Orly. Voilà, il habite proche de chez moi. Et puis on se voit tous les jours à 7e JC. On se rejoint surtout le mercredi où il y avait ces après-midi. Et puis après, c'est comme ça que les gens de Choisy et Vitry se sont alliés à cette petite MJC où tout le monde s'amusait. En fait, ouais. Toutes les villes des alentours venaient à la MJC d'Orly. Ouais, parce qu'il y a des après-midi. Voilà ça que j'avais demandé. Voilà. Quand tu dis t'as rappé ton texte devant tout le monde, c'est qui tout le monde à tout ce le monde, moment-là? les jeunes qui étaient là à ce moment-là, le mercredi après-midi. Ils étaient là pourquoi? Comme ça, baby-foot, tout ça. Et moi, je mets une vieille cassette qui avait pas d'instru encore à l'époque. Hein. Ouais. On essayait de piocher le petit truc de Dynasty qui mettait à la fin. Ouais. À la fin, il mettait un peu d'instru, mais et il avait bien il avait bien mis le concept qu'il laissait pas trop d'instru, parce que je pense que c'était assez précieux pour lui. C'est clair. Tu vois, il laissait un peu d'instru pour ceux qui nous on chopait ça et puis on rappait dessus. Et puis c'est à ce moment-là que je dis je vais faire un petit truc et tout. Voilà. À ce moment-là, à Orly. Toi, tu rappes, tu rencontres Mistaflo, et vous vous mettez à rapper ensemble tous les deux. Voilà, tous les deux d'abord. Lui, il faisait du beatbox à la base. Ok. Voilà. Lui, toi, tu Fat Boys. Ouais. L'époque Fat Boys, 87, 88, pareil. Hein. Fat Boys, il kiffe ça, voilà, et beatbox. Et c'est là que les gens de Vitry viennent, tout ça. Et vous êtes vus comment? Est-ce que c'est pas comme aujourd'hui où il y a des rappeurs partout? Tu pousses une poubelle, il y a un rappeur qui sort, derrière un bâtiment, il y a un rappeur qui sort. Même le facteur est un rappeur. Le facteur rap, il vient, il te reconnaît, il veut te faire son freestyle. Ouais. À l'époque, c'était pas comme ça. Non. Donc, comment vous êtes vus à Orly? Moi, toi et Mistaflo, vous êtes vus comment? Je le vois à Orly, dans cette MJC. Non, mais les gens, comment ils vous voient, vous? Vous êtes des rappeurs. C'est pas courant à cette époque-là. Ah non, nous, on est des extraterrestres pour les gens d'Orly. Okay. On est là, on avance toujours à 2, puis à 3 qu'on forme le groupe avec Jason. Okay. On avance dans la ville d'Orly, on va à MJC, ils nous voient comme des extraterrestres, toi. On sort d'une salle, toujours pareil. Voilà, pour eux, ils se demandent ce que vous fabriquez. Qu'est-ce qu'on fabrique? Cette musique, elle est totalement inédit, voilà, personne croit en rap, ça existe pas, on est encore dans la New Wave, on est à la fin de la New Wave, on est encore dans le Prince, tout ça, tu vois. Donc personne n'y croit encore. C'est ça. Donc, tu dis, avec Mistaflo, vous rencontrez Jason. Voilà. À 3, vous formez le Possi Idéal. Le Possi Idéal, exactement. Moi, la première fois que j'entends parler du Possi Idéal, c'est dans des dédicaces d'MC Solar. Ouais. Donc moi, je suis persuadé à cette époque-là que le Possi idéal, c'est dans le 501 Possi. Ah ouais. Moi, j'étais persuadé que c'était des mecs de Villeneuve-Saint-Georges. Tu vois, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où tu googles, t'as toute la vie du mec, t'as une photo. Il y avait pas Internet. Et en plus, pour placer ton, on vient d'Orly, où on allait le placer. Personne n'était au Tu vois ce que je veux dire? Donc, explique-moi un peu, c'est quoi le rapport avec MC Solar? Pourquoi moi, qui suis en banlieue nord à ce moment-là, et faut savoir que c'est pareil, tous les systèmes de transport en commun, c'est pas comme aujourd'hui où tu prends un RER, tu peux faire banlieue nord, banlieue sud d'un coup. À l'époque, c'était vraiment compliqué pour un mec du nord d'aller dans le sud, du sud d'aller dans le nord. Je parle de la banlieue parisienne. Et du coup, c'est quoi le lien avec MC Solar en fait? Le directeur de la MJC d'Orly, Asdin, qui était là, il a vu qu'il y avait un petit engouement au niveau du rap et tout. Et à cette époque, MC Solar était quasiment le seul à faire du rap un peu marrant, un télo dans banlieue sud. Et eux, ils convoquent MC Solar pour faire un atelier écriture à Orly. C'est à quel moment de la carrière d'MC Solar? Le début, vraiment. Il a sorti son premier album ou pas? Non, pas encore. Il est en pleine. Il y a Bouche de là qui tourne. Bouche de là est sorti en fait, le single. Le single est sorti, donc il convoque MC Solar et lui il vient, il met un atelier d'écriture en place et que dans cet atelier d'écriture, il y a seulement le Possi Idéal qui est là. Il y a seulement personne de la ville. Il y a donc moi, nous trois plus, bien sûr, en revenant en arrière, plus Kerry, son collectif. Tu le connais déjà ou pas? Ouais, je le connais déjà. Ok. Ouais. Et Kerry est là avec Alter MC et puis Teddy Corna. Voilà. Ok. Et eux, ils sont plus jeunes que vous? Ils sont plus jeunes que nous. Beaucoup plus jeunes que nous. Ils ont entre 12-13 ans, tu vois. 12-13 ans et on participe à cet atelier qui était pas à la MJC mais à la Maison de la Musique, qui est en plein cœur, à Orly, en plein cœur des Saules. Donc là, pareil, en plein cœur des Saules, les gens nous voient là, mais personne s'intéresse à ça. Et nous, on discute, on échange avec Solar, lui, il nous explique comment il rentre dans la musique, comment il écrit ses textes, tout ça. Et moi, à cette époque, j'avais une boîte à rythme
une TRA 808, et j'avais appris à l'utiliser. Tu la vendrais cher aujourd'hui. Hein. Ouais. Et, comment c'est revenu? D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il y a une photo, je disais à mon éditrice Wafa qu'il y a une photo où je voulais pas mettre dedans, parce que c'est un petit blond où je suis en photo avec lui, et c'est lui qui me la carotte, en fait. Tu vois, un jour, je lui ai prêté, il n'est plus jamais. Voilà, ma TR 808, le seul truc que je savais utiliser, c'était un Roland. Je l'avais acheté à Pigalle, je me rappelle. Mes frères m'avaient donné des thunes, tout ça coûtait une fortune à l'époque. Et un jour, il m'a dit ouais, prête-la moi. Plus jamais de nouvelles. Donc, il est où ce mec aujourd'hui? J'ai pas retrouvé. Si on t'attrape. Donc voilà, ce mec, c'était une belle photo où j'étais petit, tout ça, mais je l'ai pas voulu le remettre. Tu veux pas. Je te comprends. Il m'a mis une banane. Donc, je te comprends. Mais on va le retrouver, t'inquiète. Même 30 ans après, on est ranquignés ici. Rends-moi la terre. Je te jure. Bon, après, voilà, on envoyait les beats là-dessus. Ben, Solar, c'est comme ça la connexion, en fait. Ok. Voilà. Mais Solar, tu dis, à Bouche de là qui tourne. C'est-à-dire, moi, c'est pareil, hein, moi j'ai rencontré Solar avant Bouche de là. Ouais. Et du coup, quand Bouche de là sort, moi, dans ma tête, c'est même pas dans ma tête, c'était la première fois que je connaissais quelqu'un qui passait à la télé, en fait. Ouais, donc c'était un truc de ouf. Ouais. Et ce mec-là, qui passe à la télé avec un single, il se retrouve au milieu des Saules, comme tu le dis, quartier d'Orly, et là, pour vous saviez qui c'était. Peut-être les autres du coin, ils savaient pas. Mais vous, c'était pas un truc de fou quand même pour vous? Ouais, pour nous, c'était un truc de ouf. Non, des textes, on comprenait pas. Souvent, il y avait un vocabulaire. On se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il fallait lui demander ou réécouter 5 fois le morceau. Et on est en plein d'effervescence où il sort Bouche de là et en même temps Quartier Nord. Ouais. Et sur Quartier Nord, justement, il nous invite à ce clip. Je me souviens. Il nous invite à ce clip où il y a Kerry qui danse dedans. Voilà, il nous invite. On l'a tourné à Villeneuve, ce clip. Ok. Donc tout ça, ça part de cet atelier d'écriture. Exactement, ça part. Il dit, venez. Donc il vous a apprécié. Voilà. Et le vendredi, il dit, voilà, c'est le dernier jour. Justement, ce soir, je tourne Quartier Nord, qui sera un des singles de mon prochain album. Ok. Donc on est parti ce soir-là. Ok. Et qui a fini très tard, il faisait froid. Et puis à partir de là, Solar avait mon numéro. Et voilà, la connexion s'est fait là. Et il me rappelle un peu de temps plus tard pour avoir Kerry sur son premier album. Ok. Ok. Donc c'était passé par toi. Ouais. Ok, donc le fameux morceau Raga Jam. Raga Jam, voilà. Sur le premier album de Solar, qui sème le vent, récolte le tempo. Ok. Et Kerry, là, de toute façon, on l'entend sa voix. Quel âge il a à ce moment-là? Il a 13 ans, et en plus, c'était une bonne... c'était un bon moment. Ouais. Mais c'était dur le moment parce que j'avais promis à la maman qu'on revenait à 20h. Et ils sont restés dans le studio à faire du rap, il y avait Maury en plus à cette époque-là, et on est rentré à minuit, quoi. J'ai pris une première fois que j'ai pris un état de confiance qui est passé de 100 à 0, quoi. Voilà. Oui, je le ramène à 20h et il est rentré à minuit, en fait. Voilà. C'est chaud. Le temps d'esquiver les contrôleurs, repasser par là, et puis on est rentré à minuit. Mais au final, bon, tout ça s'est passé, les problèmes avec les parents, c'est normal, tout le monde est mineur et tout. L'album de Solar, ça devient un classique. Ouais. Ça devient un succès commercial. Exactement. Et Kerry, il est dessus. Quelques temps plus tard, parce que sur le moment, je pense qu'il a juste fait ce qu'il aimait faire. Bien sûr. Quelques temps plus tard, toi et Kerry, vous vous rendez compte que c'est un truc de fou, ce qui s'est passé là? Ouais, exactement, ouais. Tout le monde l'écoute, le morceau, en fait. C'est ça. Tout le monde. Voilà. Il n'y a pas encore de clip, il n'y a pas Internet, tout ça, mais au moment où il fait Raga Jam, c'est comment à Orly pour Kerry? Pour Kerry, c'est encore calme, parce que le rap, tu vois, c'est que Bouche de là qui passe à la télé. Le Raga Jam, il est en dessous la veste encore, tu vois. Il faut avoir le disque de Solar pour c'est Kerry dessus, tu vois. Mais eux, quand même, ils faisaient la propagande avec les cassettes qu'ils avaient enregistrées. Regarde, je l'ai posé sur l'album. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est encore calme. Voilà. Et donc, il va avoir un clip pour Rapline, donc exactement. Après Quartier Nord, un clip de Ideal J. Voilà. Donc de Kerry et Alter. Ouais. Danse avec moi. Voilà. T'as quelque chose à voir dedans? Ouais, parce que on les accompagne toujours. Hein. On les accompagne, on est là. Donc vous, c'est important de préciser, vous êtes le Possi Idéal. Exactement. Et eux, c'est Idéal Junior. Voilà. Idéal J, c'est Idéal Junior à ce moment-là. Donc c'est vos petits. Exactement. Ok. Donc vous les amenez partout. Là, il y a le clip qui passe sur Rapline. Ouais. Et Kerry et Alter, on les voit.
Et là, c'est la C'est fin. comment, là, C'est la pour fin eux? du monde. C'est la fin du monde, surtout à l'école. Ok. À l'école, c'était, waouh, laisse tomber. Dès qu'on les voit, ça passait quand encore? Samedi soir, je crois? Ou vendredi? À un moment, c'était le vendredi et après, ouais, c'est ils ont devenu le changé, samedi, ouais. il me semble. Là, laisse tomber. À l'école, partout. Ouais, et eux, c'était, ils en pouvaient plus, quoi. Ils ont pas pris la grosse tête, tout ça? Non, parce que c'est pas évident, ce stagiaire. Ouais. C'est resté très calme. Ok. Par contre, là, où on était envahi, c'était dans la MJC. Ok. La MJC, qu'on répétait le mercredi ou le samedi après-midi. Ok. Par contre, là, on a vu que, ça a changé, là. Il y a Ok. du monde qui attend pour rentrer dans la salle. C'est fou. Il Ok. y avait du monde grave. Ok. Et vous, en tant que senior, entre guillemets, même si vous êtes tout jeune, mais vous êtes plus âgé que Ideal Junior, comment vous vivez le truc que finalement, la lumière, elle soit sur vos petits et pas sur vous? Bah, nous, on le vit bien parce que, tu vois, on fait ça pour le kiff à l'époque. Il n'y a pas encore d'argent. On est là pour construire un truc entre nous, tu vois. Ok. On le vit bien. Bah, on se dit, bah, c'est à ce moment-là qu'on dit, bon, bah, on va séparer les deux trucs. Vous allez être les Ideal Junior et nous, on sera le poste idéal pour bien différencier le truc. Ok. Mais on le vit bien parce que on n'a pas, on n'a rien fait encore. On n'a pas abouti à ce qu'on mettait en place, en fait. Ok. Ok. Donc là, la suite pour le poste idéal, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, là, Ideal J, ils sont en train de faire leur trou, clairement. Ouais. Mais la suite pour le poste idéal, c'est quoi? Bah, nous, c'est de continuer à s'exercer, écrire des textes, se préparer. C'est là. Vous avez pas de beatmaker à ce moment-là? Voilà, encore? on n'a pas de beatmaker. Donc c'est des phases B américaines. Phase B, c'est que des conneries. On écoute des cassettes pourries, mal enregistrées. Ouais. Mais le truc qui est bien, c'est on a de plus en plus de textes. On sait où aller. On commence à faire des vrais concepts, en fait. Et vous avez la MJC d'Orly. Ouais, toujours. Chaque semaine, vous êtes là-bas. Chaque semaine, avec nos clés, notre propre clé. Ah. Ça, c'est c'est précieux. de l'or, hein. C'est Ça, précieux, c'est parce de l'or. qu'une salle neuve, en plus, une salle qui venait d'être... Super. Mais quand même, on devait fermer la salle parce qu'il y avait du monde. Et à cette époque, Orly, voilà, c'était pas le club des bisounours, tu vois. Orly, il y avait encore des faits de drogue et tout. Et souvent, il y avait des grands, qui avaient rien à faire là. Et ils nous disaient de fermer la salle, c'est mieux, tu vois. Ok. Donc à ce moment-là, on griffonne encore, on se prépare. Et même Ideal J était là avec nous, on prépare les scènes, tout ça. Ok. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, comment il y a le maxi La vie est brutale de Ideal J. Voilà. Comment ça arrive, ça? Ça arrive grâce à cet effet de télé de Rapline. Rapline. Voilà. C'est-à-dire Rapline, ça Voilà. a amené un deal en vrai. Bien sûr, ça a amené un deal. Les gens qui sont... les gens qui ont été... qui ont eu un œil là-dessus, ils font appel à Jimmy J. À Jimmy J qui est... Voilà, et puis il rallie... Jimmy J qui est donc le DJ beatmaker de Solar à cette époque-là. Voilà. Okay. Donc il y a présentation de Kerry, tout ça. D'abord, il part pour un single. C'était un single. Bon c'est la bonne occasion de faire un single, de montrer au monde entier. De toute façon, rien ne se refuse à cette époque. Tout est néant. L'occasion de faire un single. Et puis là, le single, avant le single, par rapport à Rapline, il y a des scènes qui se font. Il y a la première partie de Solar au Palace. Ideal J est parti faire la première partie de Gangstar à Cannes. C'est un truc de fou, mais comment des mineurs rentrent comme ça au Palace? Comment ça se passe en fait? J'ai du mal à visualiser le truc. Il y a des trucs à signer, je sais pas. Ils arrivent avec des adultes. Ouais, ils avaient des autorisations des parents déjà. Ok. Et on arrive avec des adultes le soir du Palace, qui était une boîte hype de fou à l'époque. Ouais. Et ils arrivent à rentrer et puis ils passent en première partie d'MC Solar. Juste un titre. C'était le feu, quoi. Le feu. Ouais. J'imagine. Ouais. Il les voyait jeunes. Ouais. Une énergie dingue. Avec une conception sur scène bien détaillée et tout. Ouais. Mais ils sortent d'où ces petits, quoi. Parce qu'il faut le dire pour ceux qui ont jamais vu Ideal J, mais vraiment Ideal Junior, Kerry Alter, il y avait une énergie de ouf sur scène. C'était déjà chaud. Ouais. Quand ils avaient 13-14 ans, ils étaient déjà très forts. Ouais, très très forts. Ouais. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent Kerry James, il est chaud. En parlant d'aujourd'hui sur scène. Ouais. Parce qu'il fait ça depuis super longtemps, il le fait bien depuis super longtemps. Donc voilà, les gens à chaque fois ils étaient bluffés. Moi je me souviens d'une époque, je pense que c'est un petit peu avant La vie est brutale. Ideal J, ils sont partout en concert dans Paris.
partout. Bien sûr. Tu peux les voir en première partie de Ministère Amer, tu peux les voir en première partie de Raga Sonic avec Jamalski, tu peux les voir. À un moment, ils étaient partout. Je me disais, mais Partout, comment ils font les mecs? Comment ils font, tu vois? Partout, ouais, tous les gros trucs, les après-midi, les trucs, Ouais. c'était chaud. Ouais. C'était dingue. Donc, le maxi La Vie est brutale sort. Ça fait pas, ça explose pas commercialement parlant. Parce que les gens ne sont pas prêts, tout simplement. Ouais. Et ça, tu le dis beaucoup dans ton bouquin, c'est aussi les producteurs, ils signent Ideal J, ils cherchent des jeunes parce qu'il y a le succès de Chris Cross aux États-Unis. Bien sûr. Ce sont des jeunes rappeurs aussi, très jeunes rappeurs et qui cartonnent, qui explosent le truc. Maintenant, le Chris Cross, quand on écoute Jump, parce qu'il s'agit de ce morceau-là, on entend que c'est un tube radio, que ça peut exploser. Quand vous écoutez, vous terminez La Vie est brutale, vous pensez que ça peut prendre comme Chris Cross ou vous vous en foutez en fait? Non, justement, on voulait partir sur autre chose. Et c'est là que ça commence à... Les problèmes. C'est là que quand on veut partir sur autre chose, c'est pas le même que Chris Cross. On veut le même truc et surtout, Ideal J commence à grandir. Tu vois, ils ont commencé La Vie est brutale, ça a traîné sur un an et demi. Et là, on voyait que Chris Cross ça avançait et surtout, si Ideal J, ils disent, le producteur il veut partir sur un album. Et la première réunion, ça commence à écouter des chansons avec du piano, de l'amicordi, tout ça. Et là, c'est senti un truc qui commençait à rouiller. Je comprends. Donc, comme je dis dans le livre, la seule intercation avec Kerry, c'est stop. Stop avec ce gars-là. Regarde d'où tu viens, 40 rue du Docteur Calmette, la ruine à côté, les seringues à gauche, à droite. Tu vas pas aller faire de la clarinette pour un producteur. À partir de ce moment-là, Mehdi, il prévient son oncle. Mehdi, il est déjà dans le groupe à ce moment-là? Mehdi, il est déjà dans le groupe. Ouais, il introduit le groupe là, à ce moment-là. Voilà. Entre ce moment-là. Et donc le relais, moi je connaissais rien dans le management, j'étais juste là pour accompagner, j'avais un œil artistique sur eux. T'es jeune à ce moment-là, toi. Ouais, je suis jeune, j'ai la moustache que j'ai plus là maintenant, tu vois. Tu rajeunis encore plus. J'étais juste là pour accompagner en studio, pour surveiller et tout. Et quand je commençais à écouter les sons que les mecs ils veulent lui proposer, j'ai une discussion avec Kerry un soir, je dis mais on peut pas faire ça. Même Chris Cross, c'est pas ça, c'est pas ça la musique et tout. Et lui, il réfléchit. Parce que aujourd'hui, je suis content parce qu'il m'a écouté. Il m'a écouté. Mais il aurait pu ne pas t'écouter. En vérité, t'es jeune. Avec tout toutes les paillettes qu'il y avait. Ils étaient dans un big studio. Ils avaient les chauffeurs qui les ramenaient à la maison, parfois. Ils avaient tu parles d'une limousine dans le livre, à un moment. Exactement. Ils avaient bonbons, gâteaux, tout ce qu'il fallait. Ils kiffaient, quoi. Les mecs, en plus, ils venaient seuls. Ils jamais ramenaient des mecs du quartier. C'était leur petit truc à eux, leur petit cocon, tu vois. Et un soir, je lui dis, non, mais t'as vu les sons qu'ils nous proposent? C'est pas ça. Nous, c'est hip-hop. Redire ce qu'on a, d'où on vient, tu vois. Et puis, au début, il était pas trop d'accord. Et puis après, voilà. C'est la seule discussion sérieuse qu'on a eue sur le rap. Et puis après, Choukri après le relais, l'oncle Amédi. Donc, Kerry t'écoute. Ouais. Et il veut pas rentrer dans la direction dans laquelle ils veulent les emmener. Voilà. Et à ce moment-là, donc, l'oncle de Mehdi rentre dans l'histoire. Voilà, il rentre dans l'histoire pour voir en détail le contrat. Pour essayer de sortir là-dedans. Parce que eux, ils avaient grandi, c'est plus ça leur dynamique, c'était plus ça. Ils voulaient changer, ils voulaient retourner dans la street, quoi. Faire de ce qu'ils aiment, en fait. Donc, du coup, Choukri, il arrive à sortir de ce contrat? Il arrive surtout à rentrer en bataille avec eux, déjà que c'était pas facile. Le mec, il répondait jamais au téléphone, il n'était pas là. Finalement, il arrive quand même à rentrer dans cette relation qui était... Et puis, il y a un bras de fer qui se fait qui a duré un bon 2 ans à 3 ans. Voilà. Pour casser ce contrat qui était lié avec un album plus 1, je me rappelle. Et Choukri arrive à faire casser ce contrat. Je sais pas c'est quelle menace ou quel avocat. Je pense pas c'est des avocats ou je sais pas trop quoi, mais avec des relations ou je sais pas. Mais t'as dit ça a pris 3-4 ans quand même. Et pendant ces 3-4 ans, Ideal J, ils peuvent pas enregistrer autre chose, sortir autre chose en tout cas. Ouais, ils peuvent rien sortir. Toi, t'es rappeur. T'as ton groupe, Possi Idéal à ce moment-là. Tu vois dans quel tourbillon ils sont t'es petit, t'es junior. Qu'est-ce que tu te dis en fait pour toi et ta propre carrière, la carrière de ton groupe, ça Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ça peut faire peur. Moi je suis perturbé. Je dis putain, comment ils vont faire pour se relever de tout ça en fait?
Mais toi, ça te donne envie ou ça te dégoûte, ou tu vois, je suis dégoûté que les mecs ils se produisent plus, ils font plus ce qu'ils aiment, tu vois, il y a un frein. Mais tu te reflètes pas toi en te disant et si ça m'arrivait? Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais, mais moi je me dis si ça m'arrive, mais en même temps je dis moi avec la conviction que j'ai, ça peut pas m'arriver. Dès le départ, t'aurais dit non. Tu m'envoies sur de la clarinette, je te dis non, parce que voilà, moi j'ai découvert le rap d'une certaine façon, j'ai envie de faire ce que j'aime, quoi, jusqu'au bout. Ok. Tu vois. Donc, le Possi Idéal, vous continuez votre musique et il y a un moment où vous appelez différents types. Voilà. Comment ça arrive, ça? Qu'est-ce qui change? Parce qu'on grandit, l'identité idéale doit être marquée. Voilà, idéal doivent avoir, une fois qu'ils ont eu leur compositeur, il y avait Teddy qui dansait, il y avait Jesse, Alter MC qui était rappeur avec Kerry James. Et puis nous aussi, on devait avoir une identité. Donc on pouvait pas, les gens, il fallait différencier les deux noms. Okay. Et puis voilà, il vient le nom différent parce qu'on est différent. Et voilà, type parce qu'à l'époque, chez PP1, le groupe Black Sheep. Okay. Et voilà, c'est comme ça sonnait. C'est pour ça que tu l'as écrit avec 2 E. Voilà, exactement. Okay. Bien joué. Voilà. Okay. Et voilà, différents types devient différents types peu de temps après pour dissocier les deux noms. Ok. Mais toujours les 3 mêmes membres du groupe. Ok. Donc, tu disais tout à l'heure que DJ Mehdi, paix à son âme, rentre chez Ideal J. Ouais. C'est lui qui devient beatmaker d'Ideal J, mais il devient aussi beatmaker de différents types. Exactement. Ok. Ouais. Tu peux nous parler un peu de la relation que tu avais, même si tu l'expliques bien dans le livre, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, la relation que tu avais avec DJ Mehdi à ce moment-là déjà? Ouais, Mehdi, c'est une rencontre qui est assez exceptionnelle et plutôt magique. Pendant tout notre parcours, nous, du début, on a souvent eu des électrochocs un peu comme ça, où on se balade, on rencontre quelqu'un et hop, on est affilié, il reste longtemps avec nous. Il est pas de votre secteur. Il est pas de notre secteur. Déjà, il habite, pour nous, c'est Jérusalem. Bois-Colombes, c'est du jamais vu. Très loin de chez vous. Jamais vu. C'est vrai. La première fois que, par alliance avec Dynasty, qu'il le met en contact. Ok. Voilà. Et il m'appelle chez moi, Mehdi, et il me dit, je téléphone sonne, ma mère répond, me dit c'est pour toi. Et il se présente, il dit voilà, je suis compositeur, je fais du son, j'ai 14 ans. C'est un truc de fou. Voilà. Et moi, je crois pas. Il me dit j'aimerais vous présenter mon travail sur une cassette. Et puis, moi, j'y crois pas. Il me donne un premier rendez-vous qui était à Colombes. Et nous, on était à ce moment-là, mercredi. Puis nous, on était dans notre MJC au show avec du son. Et l'heure, elle tourne. Et il dit, on a rendez-vous, Thierry, avec Mehdi. Et nous, on s'en fout. Vous êtes dans votre délire. Il va attendre. Nous, on n'y croit pas, son histoire de 14 ans, je fais du son. Ouais, on n'y croit pas. On dit, bon, vas-y, c'est mort. Et le soir, il me rappelle chez moi. Il me dit, vous étiez pas là et tout. Il dit, bon, désolé, on se donne notre rendez-vous. Et là, c'était à Place Clichy. Okay. Donc encore un lieu dans les égouts de Paris, on ne connaissait pas, moi. Et finalement, on n'y va pas. On n'y va pas. Et Kerry dit, on n'y va pas, laisse tomber, on verra ça plus tard. Donc Mehdi a pris... 2 plans. Voilà, 2 plans, mais 2 plans... En tant que mec du 9-4, c'était un plan. 2, c'est déjà pas mal. 2, c'est pas. Okay. Et puis finalement, Mehdi, intelligent comme il était, il prend l'initiative de faire un bout de chemin. Il dit, écoutez, voilà, moi je vais faire un bout de chemin. Il était déterminé. Motivé. Et il dit, je viens jusqu'à Léon Blum, qui était un lycée dans le 94 à Créteil. Okay. Il dit, on se donne rendez-vous là. C'était pas très loin de chez nous et hop, on y va. Et puis Kerry récupère la cassette, ça a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes, il est arrivé parce que nous 2 plans galères pour 5 minutes. 5 minutes, nous on n'y croit pas, un petit jeune, il avait son petit truc Carhartt, il avait son sac à dos, il nous sort Mehdi, voilà, ils repartent comme ça. Et puis je laisse la cassette à Kerry et je rentre chez moi, il me rappelle 1 heure après, il me dit mais c'est un truc de fou, ça correspond avec mes lyrics et tout, ce qu'il fait. Moi je suis choqué, je m'habille et je pars et je vais écouter ça. Et quand j'écoute, j'appelle Mehdi direct. Je lui demande déjà, est-ce que c'est sûr que c'est bien toi qui a fait les sons? Attends, t'es pas en train de nous mariner, t'as pris ça, je sais pas où, là, et tu nous dis, et puis finalement, il me donne un rendez-vous. Il me dit, mercredi, j'ai d'autres sons à la maison, venez écouter. Et, il nous dit, surtout, venez que toi et le rappeur. Et nous, en tant que banlieusards qu'on est, on se déplace jamais à 2. On est venu à 5 et voilà, on a encore esquivé plein de contrôleurs. Normal. Et eux sont restés en bas, moi et Kerry, on est montés. Et là, on a fait une sélection de sons, tout ça. Et depuis ça,
Voilà, après Kerry, il ne venait plus parce qu'il était trop jeune pour faire des allers-retours à Colombes. C'était loin. Et puis moi, j'ai pris, je suis parti pendant les vacances, j'y allais. Voilà, et là, c'est là la rencontre avec bien sûr David Chir, Nabil, les cousins Mehdi. Ouais. C'est là que se fait ces rencontres qui vont être assez productives tout au long de notre carrière, quoi. Ah, ok. Du coup, comme toi, tu te déplaçais beaucoup plus que Kerry chez Mehdi, t'avais une relation plus forte avec Mehdi. Parce que moi, je me souviens d'une anecdote, une époque, l'époque de Ticaret, où je vais donc j'explique pour ceux qui savent pas, Ticaret, c'était le premier magasin à vendre des fringues hip-hop, et à un moment ils vendaient aussi des vinyles, des disques, tout ça. Et en dessous, il y avait un studio. Exactement. Qui était tenu par Moda et Dan. Moda, qui est un mec de chez moi. Donc, j'allais souvent dans ce studio-là. Moda, alias Mix Minute. Voilà. Ouais, j'ai lu le bouquin. Je savais de quoi tu parlais quand tu disais ça. Tu t'es reconnu là-dedans. Totalement. Putain, il n'y a pas qu'à moi qui l'a mise. J'avoue, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, Moda, je me reconnais. Je sais de quoi il parle. Voilà. On y reviendra. On va revenir. Mais, donc, moi, je suis là-bas un jour, et je me rappelle que Kerry, il faisait un stage, tu sais, les stages que tu fais à l'école, tu dois aller dans un magasin, tu fais 2 semaines ou 3 semaines. Kerry, il était en stage là-bas à Ticaret. Déjà, c'était une bonne planque. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, ils sont dans des magasins, ils doivent vendre et tout. Lui, il était là, il y avait du son, il y avait plein de rappeurs qui passaient, c'était cool. Et ce jour-là, je passe, et il était avec un Renoir qui avait des tresses, que je connaissais pas du tout. Kerry, je connaissais de Rapline, tout ça. Je savais Ideal J et tout. Mais il était avec un autre Renoir, et il y avait Mehdi aussi qui était là. Et Moda et Dan me présentent Mehdi en disant, lui, c'est un beatmaker, c'est le beatmaker et DJ de Ideal J, il est super fort, tout ça. Je dis, ah, ok, cool. Et Kerry, on me présente Kerry, et là, il est en stage ici, déjà, je me dis, lui, ça va, il a trouvé le bon stage. Et là, c'est Kerry qui dit, lui, c'est mon pote Rof. Rof avait des tresses à l'époque, je me rappelle, Snoop, tout ça. Et Dan, il dit, oh, il y a trop de rappeurs ici, allez. Instru. Craig Mack, Flavor in Your Ear, rappé. Tout le monde rappe, tout ça. Ce jour-là, Rof, il m'a impressionné de malade. Kerry, super chaud. Et si tu veux, moi, Kerry, c'était la première fois que je l'entendais rapper. D'accord. Depuis La Vie est brutale. D'accord. C'est-à-dire que, déjà, il y a un mec qui a une voix d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Un fossé déjà. De fou, quoi. Et surtout, son rap était devenu dur. Donc je me dis, ah ouais, Ideal J, c'est comme ça maintenant, ok. Cool. Et ce jour-là, Mehdi, il a rappé. Il rappait à l'époque. Et c'était super bien. Et moi, direct, je dis, à la fin du freestyle, je dis, bon, les mecs, venez, on fait un morceau. Donc, pas de problème. Rof, il était parti. Donc, je fais le morceau avec Kerry et avec Mehdi. La musique, c'était Dan qui l'avait faite. D'accord. Mehdi, direct, il dit, j'adore le morceau, je veux le remixer. Je veux faire un remix. Et ce jour-là, Mehdi, il a rappé, il a fait un couplet. Magnifique. Donc on est content, on sort du studio, on est content. Quand on se revoit 2 semaines plus tard parce qu'il a fait un remix, donc il vient au studio, déjà il vient avec un sampleur incroyable. Il était construit, fabriqué, avec des fils qui sortaient. Je l'appelais le portefeuille parce qu'il s'ouvrait en deux comme ça. Déjà son sampleur, j'étais là, mais ça va marcher? Il dit ouais, t'inquiète. Il mettait sa main là pour démarrer. C'est ça. Et un gros son qui sort, j'étais choqué. J'étais ah ouais, il fait ça avec ça. Truc de ouf et tout. Et ce jour-là, il me dit, par contre, j'aime pas mon couplet. Je lui dis, t'es malade de quoi, ton couplet, il tue. Et il me dit, non, moi, je sais pas, je le sens pas, je veux retirer mon couplet. Et moi, ça y est, j'étais déjà, ça faisait 2 semaines que j'écoutais le morceau, j'étais habitué à son couplet et tout. Je lui dis, mais non, mais je te jure qu'il est bien et tout. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, j'ai quelqu'un pour toi. Et moi, à ce moment-là, je pense qu'il va me parler de Rof, en fait. Et il m'a dit, Manuquet. Mais la façon dont il m'a dit Manuquet, c'était genre, j'ai Chuck D de Public Enemy pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, t'inquiète pas, je suis pas là, mais je te ramène au-dessus, tu vois. Dans ses yeux et dans la façon de dire ton nom, tu vois, le respect qu'il avait pour toi. C'est exactement. Je t'avais même pas écouté, je dis vas-y, ramène-le. Il a l'air chaud. Je regarde ses yeux, je me dis, il a l'air chaud de ça. Et t'es venu. On a fait le morceau, t'es venu, t'avais enregistré et tout, et c'est là que je t'ai rencontré, en fait. D'accord. Et tout ça, c'est pour dire, c'est la façon dont il parlait de toi, chantait vraiment une relation super forte entre nous deux. C'est très, très forte. Je te dis que, normalement, le truc logique que j'aurais dû faire, c'est fais-moi écouter quelque chose du mec. Je
te jure, je l'ai regardé, je dis amène-le. Ouais. Ça se voyait, il t'estimait beaucoup. Ouais, parce que cette relation, en fait, tu vois, des fois, il y a des choses qu'on fait et qui sont stoppées et qu'on voit plus jamais la personne. Et la chose que j'ai fait, moi, j'allais chez Mehdi et quand je restais, au départ, sa mère n'était pas content. Parce qu'elle me connaissait pas. Normal. Elle voyait un grand Renoir tout maigre à l'époque. J'arrive, j'ai 5, 6 ans, 7 ans de plus que Mehdi. Ouais, elle dit, mais qu'est-ce que ce Renoir, il vient chez moi alors que, qu'est-ce qu'il veut à mon fils alors que Mehdi est encore scolarisé. Ouais. Et moi, je reste chez Mehdi, et puis des fois, elle partait en Tunisie, sa mère. Et puis moi, je restais là-bas 1 semaine, 2 semaines, tu vois. Et quand elle revenait, elle sentait que la maison, elle était plus pareille. Ouais, il y avait quelqu'un ici. Et il y avait toujours ce bras de fer. Des fois, mais on faisait du son, et à 20h, 21h, j'étais là, et moi, je savais qu'il y avait un train qui amenait dans le sud, là, que ça allait dur, ce train. Dur, ce train, sans ticket, tout ça. Ouais. Et Mehdi, il dit, non, mais tu restes. Et moi, j'étais dans sa chambre, et Mehdi, il va dans le salon, il demande à sa mère. Et moi, je suis là, le son, il était doucement, et je l'entends, non! Oh, putain, j'ai dit, putain! Oh là là, je me sentais mal. En plus, j'avais les mêmes chaussettes. J'étais là, ça faisait 3 jours, chaussettes trouées, tout ça. J'entends, non, ça suffit, Mehdi, va s'en arrière. Putain, j'étais mal. Et Mehdi, il revient dans la chambre. Il dit, c'est bon, elle a dit oui. Tu vois? Et c'était ça, tu vois, c'était les bras de fer et au fur et à mesure, c'est comme ça que sa mère, elle a commencé à m'apprécier. Ouais. Parce une fois, c'était trop, tu vois. Elle a appelé Choukri, son nom Choukri, elle a dû lui dire, ouais, il y a un grand noir, il est tout le temps derrière Mehdi, il vient, il dort à la maison. Et Choukri m'a convoqué où il travaillait, son centre social, là. Ok. Bonjour, je suis Choukri. C'est vraiment sa voix. Je vous jure, vous le connaissez pas, mais ceux qui connaissent ça, c'est vraiment sa voix. Je suis l'oncle à Mehdi. Et il voulait savoir La meilleure imitation de Choukri, il voulait savoir ce que je faisais chez Mehdi pendant 1 mois sur 30 jours, 17 jours chez Mehdi. Et même ma mère, moi à l'époque, elle m'appelait, mais tu rentres quand? Parce que de l'autre côté aussi, t'étais absent. Ouais, il était absent. Et Mehdi, il me passait, à l'époque, je l'aimais, je rentrais dans tout. Il me passait ses t-shirts, il me passait, et elle me dit, tu rentres quand? Et elle voulait, et Choukri voulait savoir qu'est-ce que je faisais là. Je dis, voilà, on monte un groupe, tout ça, je lui ai expliqué. Et, voilà, je vais faire du son. Oh, d'accord, je vais le dire à ma sœur, il y a pas de souci, je peux te faire confiance. Et il m'a décortiqué, t'habites où, tu fais quoi? Et surtout quand j'ai dit, ouais, moi je fais rien. Tu fais rien, mais et comment tu gagnes de l'argent? Je dis, ouais, mais je me débrouille. Ah ouais, il voulait savoir si j'étais un investigateur. Tu vois, si tu faisais les trucs bizarres. Voilà. Et bon, au fur et à mesure, sa mère elle me laisse rentrer. Et finalement, à partir des fois, donc on était un peu plus discret face à ça, tu vois. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que sa mère a pris la confiance. Et elle a vu aussi que ce que faisait Mehdi avait une vraie construction, et on a galéré. Mais au fur et à mesure, elle a commencé à voir quand Mehdi, si tu veux, on en reparlera par la suite, quand il commence à produire le premier morceau pour Solar, qui était dans le 2e album de Solar. Et là, elle dit, c'est MC Solar, on le voit à la télé, Solar, et partout. Je le vois, il est avec lui, il travaille pas pour rien, en fait. Et c'est là, commence à avoir une certaine estime. Mehdi commence à déménager, il reste plus là, il habite à Paris. Et je faisais des allers-retours avec lui, et c'est là qu'elle commence, il y a les petites fêtes de famille, je suis tout le temps là. À Gennevilliers, quand il y a ses grands-parents qui sont encore vivants, je suis tout le temps là, à gauche, à droite, et c'est là que... Ça y est, la maman t'a accepté. Ouais, elle a accepté, mais elle a quand même ce petit fusil qui... C'est normal, c'est la maman, c'est parce que je me souviens même... à l'époque, quand Mehdi il demande à sa mère si il peut faire une soirée chez lui, s'il a le bac. Et sa mère dit, ouais, si t'as le bac, tu peux faire une soirée, mais tu ramènes 20 personnes. Tu vois? J'ai peur. Tu connais le concept? Voilà. Avec peut-être pas un 0 derrière, mais on était nombreux. On était nombreux dans la maison, et surtout qu'à l'époque, moi, j'amenais Mehdi, il était même pas majeur, je réussississais à l'amener en Suisse. En Suisse, on avait déjà une connexion là-bas, on avait fait des vieux concerts pourris là-bas avec 3 personnes, et je réussissais à le ramener avec nous en Suisse, par le biais de son oncle Choukri, on lui disait, ouais, on rentre ce week-end, et on a fait des connexions là-bas, donc forcément, à l'épreuve du bac, il y avait des gens de Suisse qui sont venus, ils ont dormi sur la moquette et tout. Mais il avait le bac et sa mère était contente, elle était fière de ça. Vas-y, tu peux faire à la fête. Ouais. Mais
l'anecdote, c'est que le lendemain du bac, quand il reprend l'école, il était scolarisé à Nanterre. Et là, ça commençait à monter pour Mehdi, il faisait de plus en plus de sons. Et un jour, moi, je l'accompagnais des fois à l'école et je repartais. Soit je tournais Paris, Ticarette, et hop, je revenais chez Mehdi. Oh, ok. Et un jour, je l'accompagne à l'école. Et je lui dis, je me rappellerai toujours, je sais plus si j'ai dit dans le livre ou pas, je pense pas. Je lui dis, Mehdi, pourquoi tu vas à l'école? Non, c'est pas dans le livre, je confirme. Voilà, c'est une anecdote inédite. Vas-y, Mehdi, on s'en fout de l'école, pourquoi tu vas à l'école? Et on a fait demi-tour tous les deux. C'est pas vrai. Ouais, et là, c'est là que vraiment, j'ai vu que l'amitié qu'on avait, c'est j'ai réussi à détourner Mehdi de l'école, quoi. Et après, il a arrêté l'école et ils sont à 1000%. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on avance et je me souviens, moi, qu'il y a eu une petite virgule dont on vous parle pas souvent, mais moi, je me souviens très bien de cette époque-là. Idéal J, et je pense que différents types aussi, tu me dis si je me trompe, vous étiez dans la mafia underground. Ouais. Qui était le crew de Sully Biwax et RL, les Little MC. Ouais. Ils changent de nom, ils s'appellent Dallos et ils créent un crew de Vitrio, beaucoup. Hein. C'était des Vitrio. Ouais, tous. Plus 2 groupes d'Orly, Idéal J, différents types. Voilà. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à cette époque, c'était l'effervescence du Sud. Sully B est un concepteur musical, l'un des meilleurs en France, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et et nous on allait les voir partout, un petit peu partout. Et eux, le jour qui voient que nous aussi on se projette sur des scènes et tout. Et un jour, ils me proposent de faire 1 ou 2 sons et ils nous proposent de rentrer dans la Mafia Underground. Ok. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans la Mafia Underground. Ok. On a fait quelques apparitions, notamment on nous avait mis sur un plan au Bataclan. Sully, c'est la première fois que D-Type se produisait au Bataclan. Et après, les juniors, ils se sont produits à Bobigny, en avant-première des Little. Ok. Et le fait que ça n'ait pas duré longtemps, c'est que, tout simplement, c'est que, à cette époque, on n'avait pas de compositeur. Et c'est la rencontre de Mehdi qui fait que nous, on commence à sortir de là et qu'on a voulu avoir notre propre identité parce qu'elle était différente de Vitry, tout simplement, des mecs de Vitry. Kerry commence à connaître Rof, 113 et tout, et il n'y avait plus la même structure, tu vois. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on a notre concepteur musical Mehdi, et on se dit, voilà, on va faire notre propre truc. Ok, donc vous quittez rapidement la Mafia Underground et vous allez créer indirectement votre propre crew, en vrai. Hein. C'était l'Union à l'époque. Ouais, l'Union, ça commence par l'Union. Ouais. Donc il y a des groupes de Vitry, il y a des groupes de Choisy, des groupes d'Orly. Exact. C'est ce qui allait devenir la Mafia Quinfri plus tard. Ouais. Ok. À ce moment-là, Mehdi, il fait des sons pour tout le crew, en vrai. Ouais. C'est lui le seul beatmaker. Exactement, ouais. Donc, comment ça se passe? Il n'y a pas des moments où il y a des gens qui se sentent un peu lésés plus que d'autres parce qu'il ne peut pas assurer de la musique pour tout le monde? Ouais, parce que Mehdi, où il était malin, Mehdi, c'est que il aimait pas donner des sons comme ça pour rien du tout. Ok, c'est pas le genre de mec qui fait une cassette, remplie de morceaux, débrouillez-vous. Tiens, débrouillez-vous et tout. Non. Il avait une vraie conception des choses, tu vois. Et déjà, il voulait savoir si la personne qui allait utiliser son son rappait bien déjà. Ouais. Et que ça l'avait vraiment, qui avait vraiment une ossature avec son son. Comme Rof, la première fois que Mehdi entend Rof, il devient fou. Fou. Et il dit, j'ai envie de faire du son. Franchement, pareil. La première fois que j'ai entendu, je suis devenu fou aussi. Non, mais il faut qu'on lui fasse un son. Justement, on avait déjà sorti nos maxi, nous. D-Type, Idéal J. Et on avait un peu à la manière américaine où ils sortent un maxi, ils se produisent sur scène pour se faire connaître. Voilà, ils promotionnent le maxi, où tout le monde vient, écoute. Et puis après, là, naturellement, il y a l'album qui commence à se décliner petit à petit, où on fait la promotion. C'était un peu ça notre identité, où on montre une petite association à 2 balles qui s'appelle Mexlo. Et on arrive à avoir, je me rappelle, on arrive à avoir 10 000 francs, je vois 10 000 francs à l'époque. Et je me rappelle. Ce qui était énorme, hein. C'était énorme. Moi, Mehdi me dit, je vais te mettre président, mais voilà, tu seras le président, parce que j'étais déjà majeur. Et je me rappelle la première fois qu'on reçoit le chèque de l'association, on est parti au McDo. La première fois pour fêter ça, on part au McDo, Mehdi et moi, et puis on mange au McDo, et puis après on retourne chez lui.
Et c'est là qu'à partir de là, quand on avait ce chèque, on commence à faire des petits enregistrements. Ça devient sérieux. À Ticaret, voilà. Là, ça devient... Ok. Là, donc, ça devient c'est la période où je vous rencontre tous, en fait. Exactement. Ok. Et justement, à cette période-là, qui est l'après Mafia Underground, je vais raconter une anecdote. Maintenant, je peux la raconter, ça va, il y a prescription. Je pense que les gens vont pas s'énerver, ils vont même en rigoler. Je rencontre Intouchable. Ouais. Et à cette époque-là, c'était Demon One avec un mec qui s'appelle Rudy. Ouais. Qui fait des graffiti artistes. Et Exact. après, on m'a dit que c'était le mec qui roulait avec Assassin après. Ouais. J'avais pas fait le rapprochement. On m'a dit ça. Et eux, ce jour-là, ils sont à Ticaret. Ça veut dire, à Ticaret, on a vu différents types passer. On a vu IDLJ passer. On a vu Rof passer. Ouais. Et maintenant, c'est un peu autour de Intouchable. Ouais. Et ces deux mecs d'Intouchable, ils viennent, ils rappent devant Dan. C'était l'époque où Moda et Dan faisaient une grosse compilation, là. Ouais. Et moi, j'étais là ce jour-là. Et en fait, Dan, il dit, eux, ils s'appellent Intouchables, ils veulent être sur la compilation, ils vont rapper. Ils ont rappé, mec, un morceau où ils insultaient Sulibi ST. Ça, je l'ai dit aujourd'hui. Je dis, Sulibi, t'es mon gars, tu sais, il n'y a pas de problème entre nous, t'es mon gars. Mais c'est juste, voilà, pour la culture, je raconte cette histoire. Ils font un morceau, ils insultaient, quoi. Il y avait un truc West Coast, c'était l'époque de Easy, quand il insultait Death Row. Ouais. Et Demon One, il aimait beaucoup la West Coast, tout ça. Je me rappelle, c'était là, et je le regarde, je me dis, ah ouais. C'était comme ça. Ouais. Et ça, là, donc, c'est l'époque Ticaret. Ouais. Et des années, peut-être 10 ans plus tard, j'étais avec Mehdi. Je sais plus où on était sur Paris avec plein de gens dans un appartement, je sais plus chez qui on était. Et je lui ressors cette anecdote. Je dis, tiens, un jour, moi, je les ai rencontrés comme ça. Je lui raconte ce que je viens de te raconter là. Et c'est ce qu'il me répond. Oh, tu sais, Intouchable, nous, on les a rencontrés, ils nous insultaient, donc c'est pas... Donc j'ai dit, quelle était la place d'Intouchable dans la Mafia Quinfri? Si dès le départ, ils étaient contre tout le monde, tout ça, comme ça, comment vous les rencontrez? Comment ils rentrent dans le... c'est dans l'Union et plus tard à Mafia Quinfri? Déjà, il y a DRY qui habite à Orly, Drive. Et puis Demon One habite à Choisy-le-Roi, à Jacques-Cartier. Et c'est Kerry qui fait cette connexion avec Demon One. Et Kerry, tu vois, NWA, c'était son truc. Ok. Il avait bien cette Snoop, NWA. Ok, je me rappelle très bien. Il trouve une certaine, et il trouve une certaine identité de Demon One qui ressemble un peu à Snoop, un peu vulgaire et tout. Okay. Et Dry, lui, petit à petit, il commençait le rap, il était pas à fond dedans, il commençait petit à petit, tu vois. Et c'est comme ça que, une fois que nous, on a sorti nos maxi, il y a d'abord D-Type, IDLJ, Cardito, Rof, et Kerry décide de produire ce maxi d'Intouchable. Et voilà. Okay. Et c'est là que la connexion se fait vraiment, où il trouve, Kerry les a bien guidés par rapport à ce qu'il faisait avant. Comme tu dis, ils aimaient bien insulter tout le monde, tout ça. Mais là, Kerry les avait bien guidés sur le côté rue, qu'est-ce qu'il faut dire, vraiment agressif, tout ça. Et à ce moment-là, il y a aussi Las Montana, paix à son âme, qui est dans le groupe. Il rappait? Ouais, il rappait, il faisait des bacs, il rappait, vraiment. Voilà, Kerry guidait un peu tout ça. Voilà. Et c'est là que vraiment ce groupe Intouchable a fait partie de ce collectif. Et Cardito arrive un petit peu avant parce que il est le cousin de Dry. Ouais. Voilà. J'ai eu une discussion avec Kerry. Ouais. Où il nous racontait qu'un jour, vous étiez à 2 minutes Zoo. Ouais, exact. Tout le monde était en train de freestyler et Carlito est rentré dans le freestyle. Personne savait qu'il rappait. Exactement. Il a fait un couplet, le couplet était carré de ouf. Et la discussion que j'ai eue avec Kerry, elle date d'il y a 2-3 ans. Kerry était capable de rapper le couplet de Carlito en question. Là. Il s'en rappelait encore. Grave, parce que Carlito, il arrive comme ça, il sortait du Congo, où il faisait des études au Congo et tout. Et il arrive avec un couplet, que nous, on rappait pas comme ça à l'époque, avec du vocabulaire, du sens du mot, mais qui restait quand même rue, tu vois. Et tout le monde s'est regardé. Et Dre, il a dit, ouais, t'es de la Mafia Quinfri maintenant. Et tout le monde, ouais, c'est bon, il est. C'est mon tu cousin. Vois, le contrat, il était signé en 10 secondes, tu vois. C'est mon cousin, t'es de la, Et après, c'est comme ça que Carlito finit sur la cassette Opération Coup de Poing. Et il nous a pu quitter, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. Non, donc, il a raconté, il a réussi à rappeler les premières mesures du truc. Je me suis dit, ça date de quand? Le mec se rappelait. J'ai dit, ok, c'est mon cœur sans étoile et sans lune, tout ça, là. Ouais, c'était fort. Non, ok. Donc là, vous avez tout le crew. Moi, je me souviens d'un truc qui a pas spécialement marché parce que c'était pas single, mais qui a, pour moi, qui est le tournant
quand je dis tournant, ça veut dire que ça devient rap racailleux, en vrai. Ouais. C'est la bande originale du film Rai. Ouais. Tu te rappelles des 2 morceaux qu'Idéal J avait dedans? Ouais. Il y avait Mauvais Garçon. Ouais. Et il y avait Ce soir on est down. Ouais. Voilà. On est down. Voilà. Ouais. Ces 2 morceaux-là, moi, je me suis dit, ah ouais, non, là, on n'est plus dans La vie est brutale, on est dans un autre truc. Ça a donné Kaira, et je me rappelle, comme il y a Neg Marron qui avait le single avec La Monnaie, dans la bande originale du film, je me rappelle, il y avait l'avant-première du film, le film avait été tourné à Garges, donc c'était à côté de chez moi. Donc je me suis retrouvé à l'avant-première, c'était au Grand Rex, et à la fin du film, il y avait un concert. Des artistes qui étaient présents sur la bande originale, et ce jour-là je me rappelle Kerry est monté sur scène avec un 3 quarts en cuir, 501, tout ça, j'ai dit ces mecs sont comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Et ça là, avait changé, quoi. Voilà, ça avait changé. Pour moi, c'est ça le tournant, mais comme c'est pas une bande originale qui a marqué le rap français, il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent pas. Mais moi, je sais qu'à ce moment-là, je regarde plus Idéal J de la même façon. Bien sûr. Et du coup, tout le reste du crew, voilà. Da Young Stars, on arrive dans l'époque où les jeunes racailleux. C'est plus Criss Cross, c'est Da Young Stars. Voilà, Da Young Stars. Ouais, important. Donc, du coup, vous avancez différents types, vous sortez un album. Ouais. Bon, il y a eu des maxi avant et Bien tout. sûr. Mais il y a un album qui est La Rime Urbaine. La Rime Urbaine, J'ai le CD encore chez moi. La Rime Urbaine, un album qui est exceptionnel pour moi. Voilà. Et je me rappelle de ce freestyle où il y avait tout le monde dessus, là, qui était incroyable, qui était ouf. Ouais, Squat le mic. Ouais, Squat le mic. Ouais. Ça, c'était dingue. Il y avait RAS. Ouais. La version où tu rappes et il y a Kerry qui fait le refrain, Exactement. qui reprend le passage qu'il avait fait dans l'album d'Alexis Solar. Ça, c'était ouf aussi. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là pour vous? C'est-à-dire, vous êtes les grands, au fait, de tout le crew, et vous sortez votre album. Ouais. Et c'est un album qui est sorti en indépendant. Ouais, un indépendant, ouais. Donc, en vérité, il y a un succès d'estime. Vous imaginez que ça peut aller loin, ou vous vous dites c'est en indépendant et on va pas il y aura un plafond de verre, on va pas le dépasser? Ouais, nous on s'imagine pas que ça peut aller loin parce qu'on connaît pas en fait on connaît pas encore le rap avec ses hauts, ses bas, on sait pas combien ça vend, il y a peu de groupes qui sortent. Mais il y a déjà dans les peu de groupes qui sortent, il y a déjà quelques succès, il y a Solar et NTM, il y a YAM, tout ça. Voilà, on s'attend pas à ça parce qu'on n'a pas la même exposition, tu vois. On n'est pas dans une grosse maison de disques, tout ça, mais on veut quand même marquer le coup à faire un album concept, à faire avec des thèmes, des vrais thèmes, à faire une vraie photo, tu vois, quand tu déplies l'album, il y a tous les gars du quartier, jusqu'à maintenant, peut-être un peu à la façon Nas, il y a des mecs qui sont morts, des mecs en prison, et qu'on déroule ce truc, il y a un peu tous les potes dedans, et on voulait faire un album avec des thèmes qui étaient pas déjà, à l'époque, qui étaient pas perçus de cette façon. Soit on faisait de l'ego trip, ou soit on racontait son quartier, et nous, on développait sur des thèmes bien écrits et tout. Et quand on sort cet album, et malheureusement, il y a Mistaflo qui tombe à cette époque-là. Mais il a eu le temps d'enregistrer 1 ou 2 titres. Et nous, on est content de cet album parce que on a une vraie visibilité, une vraie identité. Voilà. On a marqué le coup, on a marqué 10 types. Et c'était le premier album. Le fait d'avoir un album à cette époque-là, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est clair. Ouais. Ok. Et je me rappelle aussi des freestyles sur Génération. La radio à l'époque, c'était dans un hôpital à Ivry-sur-Seine, donc c'était à côté de chez vous, en vrai. Hôpital éphémère, à Ivry. Voilà. Donc, je me rappelle, vous veniez à plusieurs, ça rappait, je me rappelle d'une émission mythique où vous avez arraché le micro et tout. Mais comme j'ai toujours des taupes à droite, à gauche, tout ça, ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a des artistes, quand tu les rencontres, tu vois qu'ils ont la dalle, qu'ils ont faim, qu'ils veulent tout arracher. Ouais. Il y en a d'autres, ça se voit pas. Ils sont très calmes, mais en vérité, intérieurement, c'est bien pareil. Sûr. Ils bouent. Voilà. Mais il y en a, ça se voit direct. Et là, je vais te parler de Rof. Rof, ça se voyait tout de suite. Tu vois, c'est pas le genre de mec où c'était caché. On voyait directement. Et comme j'ai des taupes, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Mafia Country, quand il venait à Génération, il faisait freestyle, il cassait tout, tous les rappeurs de la Mafia, ils étaient là. Rof, il revenait derrière. Seul. Il voulait rapper encore. Un autre jour, la semaine d'après, il disait, ouais, je suis là, m'ont dit, et on lui disait, mais t'es déjà venu avec moi? Ouais, mais là, je viens, moi, Rof, tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Tellement il avait faim. Tu sentais ça déjà à l'époque, Rof, il avait cette dalle? Ah ouais, ça, je le sentais parce que la première fois où j'écoute Rof, c'est dans un bus. Ah ouais? Dans le 183, il me fait un couplet. On prend le bus à Vitry jusqu'à la MJC d'Orly. Et là, il sort une feuille. Il était toujours organisé, par contre.
sort une feuille. Ok. Et il me dit, ouais, je vais te faire un freestyle. Il y avait du monde, pas du monde, ils s'en foutaient. Ok. Dans le bus, tout fort. Le bus, je dis, waouh. Il s'en fout. Il sortait des trucs, il avait un certain flow qui me rappelait Nas, ça me rappelait, comment il s'appelle, son gars Nas à l'époque, qui était tout le temps avec Easy. Easy, tu vois. Ouais. Je dis, putain, il est trop fort. Il est trop fort. Tout le temps, j'en parlais à Mehdi, il faut que t'écoutes, faut qu'on fasse un maxi de lui, c'est trop fort. Okay, et on sortait une dalle. Lui, il avait déjà, comme tu dis, un certain mec que t'es là, tu vois direct, là, lui, tu repères comme un footeux, quoi. C'est ça. Comme quand tu vas dans le stade, les recruteurs, ils disent, waouh, il a quelque chose. Ouais. Et justement, Rof, moi, comme je t'ai dit, je l'ai rencontré à Tikaret avec Kerry, mais la période où je le vois beaucoup, c'est une période où je vois aussi 113 dans un studio à Porte de Clichy qui s'appelle Puissance 6. P6, on l'appelait. Tu connais, tu viens là-bas. Là, je voyais toute la mafia avec un free, je voyais Expression Directe là-bas. C'était la période Guet-apens, Mistadi avec l'Invincible Armada, toute cette période-là. Et je me rappelle que Rof, il voulait rapper partout, avec tout le monde. Et c'est là que je me disais, non, lui, il a faim de ouf. Ouais. En plus, il avait les textes, c'est pas comme s'il arrivait il écrivait un texte sur place. Il était prêt. C'est que là, dans sa poche, là, dans son 3/4 cuir, là, il avait 7, 8 textes, il était prêt. Il était prêt, c'est clair. À moindre morceau qui sortait, il était prêt à écrire dessus. Et je me rappelle de 113, cette période-là, et il venait souvent avec des mecs de leur quartier, des petits de leur quartier. Ouais. C'est pour ça, plus tard, quand le morceau Truc de fou est sorti, et quand ils disent on a la 113 production, on fait croquer les petits, même s'ils connaissent rien dans le son, j'étais tellement mort de rire quand j'ai lu cette phrase. C'est vrai, quoi. Parce que je voyais des petits qui venaient avec eux, ils avaient rien à foutre de ce qui se passait dans le studio, mais ils étaient là. Ouais. Ils cherchaient un truc à faire et tout. Je me disais, ok, cette phrase est réelle et tout. Ouais. C'était vraiment des balades, hein. C'était des... 113, comment tu les rencontres, toi? 113, c'était pareil, c'était Romain Roland, même école que Rof, tout ça, c'est de la même école. Vous étiez tous dans la même école? Non, pas moi. Moi, j'allais les voir comme ça. Okay. Et la première fois que je les vois, c'est sur une scène à Vitry, où ils font un morceau avec Kerry, qui s'appelle Face à la police. Ok, déjà. Et, ils font une scène avec Kerry et je vois, il y avait Mokobé sur scène, il y avait Rimka AP. Et Kerry fait son long couplet, il dénonce les flics et tout. Et après, 113 rentre avec leur couplet. Et tu sais, à l'époque où ils faisaient du passe-passe comme ça, 113, on faisait du ping-pong, chaque phrase, je dis waouh. Ils font ça à la façon Kerry, tu vois. Mais très bien, même si les micros étaient pourris, tout ça à l'époque. Mais le fait de voir ça avec l'énergie qu'ils savaient, et j'ai dit waouh, pas mal quand même. Franchement, et c'est là que je décide sur Squat le mic que je vais leur demander s'ils peuvent apparaître sur ce titre. Voilà. C'était à l'époque, ça s'appelait Nouveau Genre. Ouais, voilà, Nouveau Genre est devenu, après ils ont eu 700 noms et jusqu'à 113. Ouais. Ok. Et donc du coup, à quel moment vous devenez Mafia Qu'un Free? Moment où je deviens vraiment Mafia Qu'un Free, c'est en 94, l'été 94 à Porte de la Villette. Quand Kerry a un concert Idéal J, il dit tout le monde venez, à un moment je vais passer, il faut que vous soyez tous derrière, façon NWA quoi, façon Kerry. Depuis tout à l'heure on parle de Kerry, j'ai l'impression que Kerry c'est un peu le numéro 10 de l'équipe. Il est là, tu me dis tu rencontres 113, Kerry il a déjà un morceau avec eux sur scène, je veux dire, là il fait un morceau, je veux que tout le monde soit sur scène. Bien sûr, lui il était dans la même école qu'eux en fait, lui il s'identifie à eux, il disait ouais moi je fais ça, je rappe comme si, tu parlais toujours de musique tu vois. Et le jour on va à Porte de la Villette, on fait un morceau, eux ils font leur concert et à un certain moment il introduit tout le monde. Et au niveau des loges, on était trop nombreux. Il y a quelqu'un qui traîne avec nous qui s'appelle Douma le parrain. Et il fait putain, on dirait une mafia. Parce qu'on avait un concept, on dit ce soir-là on vient tous en noir. Bon, des fois c'était dur de trouver des habits noirs. Il y avait avec un pantalon blanc. Mais non, t'as dit en noir. Mais il y avait que ça, donc il venait avec un survêt bleu ou blanc. Mais en haut il y avait des cuirs, des trucs. Putain, on dirait une mafia, il dit. Ah ouais, en plus on est que des Qu'un Free, ça fait Mafia Qu'un Free. Tout le monde a dit waouh, le nom il tue. Et depuis ce jour-là, c'est resté. Voilà. Après il y a eu les hymnes, tu peux pas tester avec la mafia, toi. J'ai une anecdote avec pas ce gimmick là, mais l'autre.
C'était Wesh Wesh Cousin. Mafia quelqu'un, coup de surin. Sors les surins, ouais, voilà. Ouais. C'était à l'époque du studio Puissance 6. Je vais pas citer les noms parce que là, c'est chaud. Mais il y a un rappeur qui était là et qui voulait rapper. Je crois ce jour-là, il voulait faire un morceau avec Rof, mais Rof était pas là. Je crois. En tout cas, un mec de la Mafia Qu'un Free. Et il y avait ce mec. Je te dirai le nom hors antenne tout à l'heure. Il y avait un mec de chez vous qui était là, qui disait moi je peux rapper moi hein, si tu veux. Lui il vient pas, moi je suis là, hein, je suis parti de la Mafia Qu'un Free et tout. Et le mec en question, je crois qu'il voulait tellement avoir quelqu'un de la Mafia Qu'un Free qui lui a dit vas-y. Mais moi je connaissais ce mec là, je savais que c'était pas un rappeur en fait, ou alors qu'il rappait très peu. Et le mec est rentré en cabine, il a fait wesh wesh cousin Mafia quelqu'un, coup de surin, c'est tout. Il est sorti. J'ai dit non, c'est trop, c'est trop. Je te dirai qui c'est tout à l'heure, mais c'est pour dire que ces deux gimmicks là, tu peux pas tester avec la Mafia Qu'un Free et wesh wesh cousin. C'était un truc qui dépassait les rappeurs de chez vous. Il y avait l'entourage qui rappait pas aussi. Bien sûr. Tout le monde connaissait ça, tout le monde le disait, tout le monde le clamait. À force, tu sais des fois. Nous, Mafia Qu'un Free, il y avait des mecs qu'on connaissait même pas. Ah ouais. Ils venaient en concert. Ouais, Mafia Qu'un Free, ouais. Mais t'es qui, toi? Tu l'as jamais vu. Ouais, mais à partir du moment que le mec, il était dans notre concept, voilà, nous, ça nous suffisait, quoi. Avec nous. C'était mortel, t'étais avec nous. On voyait, comme je disais dans le livre, que la première fois, on fait la tournée d'Idéalgie, on monte dans le car et, Choukri a dit que que des rappeurs dans le car. Il y avait, Intouchable, il y avait moi, et Rof et même pas 113 ils avaient pris leur propre train, ils se déplaçaient en train. Voilà, il a dit non, nous on vient en train de nous-mêmes. Rimka AP venait en train d'eux-mêmes. Et quand on part, Choukri il avait dit personne dans le car. Et il y avait quand même des grands qui avaient déjà des voitures, tout ça à l'époque. Et quand on part avec le car, tu te regardais derrière, il y avait 3 ou 4 voitures qui nous suivait. Avec les voitures pleines, des escortes et des mecs de Vitry choisis et des mecs qu'on connaissait pas. Des fois, des voitures qu'on connaissait comme des gars de Vitry, mais il y avait aussi des mecs qu'on connaissait pas. Ils savaient le lieu du rendez-vous, ils savaient qu'on partait en tournée et des mecs nous suivaient, mais on savait pas où ils allaient dormir, on savait pas comment ils allaient rentrer dans le concert. Mais Kerry, pour lui, c'est tout le monde dort comme si on était unis et tout le monde rentre dans le concert comme si les mecs ils étaient là avec nous. T'es comme ça en fait. T'es vraiment comme ça. L'esprit de groupe, l'esprit de famille. L'esprit d'équipe, l'esprit de famille, une convivialité. C'était important pour nous tous en même temps. Très bien. Moi j'aimerais qu'on arrive jusqu'à pas encore les Princes de la Ville, on va dire le morceau Truc de Fou de 113. C'est le premier morceau de votre collectif qui se retrouve sur une radio nationale, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais. Comment vous le vivez, ça? Ça, c'est exceptionnel. La première fois qu'on entend ça. Surtout que c'est pas attendu. Ils sont pas en major encore à ce moment-là. Pas en major. Et à cette époque-là, pour passer sur une radio nationale, c'est quand même important d'être en major. Les indépendants, c'est dur pour rentrer en radio. Donc comment vous le vivez, ça? Il y a un gros succès d'estime avec Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontière, déjà, l'album. Et... on le vit, t'en es choqué parce que déjà il y a le titre, Truc de fou. Voilà, Truc de fou. Dedans ça braque même pour du toc. Ouais, voilà. Et c'est à la radio. Ouais, il est un peu haché le morceau. D'ailleurs, qui a découpé le morceau comme ça, parce que c'est super bien fait. Ouais. C'est pas juste des bips ou quoi. Il y a des coups de schlass, il y a des épées, des trucs. Je sais pas, c'est eux-mêmes là-bas à Sky ou je sais pas. C'était bien fait. Mais là, quand on découvre ce morceau sur Skyrock, inattendu. D'abord sur la nocturne et après en pleine audience comme ça. Il rentre dans le truc. Playlist, on est choqué. Toute la journée, on l'entend. Toute la journée avec passe-passe, voilà. Et tout le monde est choqué, quoi. Doudou Masta, grosse voix, rock, déjà plus de 20 ans de carrière et qui revient sur Truc de Fou affirmé. Et le morceau, c'est important de préciser, il a rien à voir avec ce qui se passe dans la playlist de Skyrock. Exactement, ouais. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus lisse, un peu plus mielleux. Ce qui se passe, c'est vraiment radiophonique. Et il y a ce morceau qui est un ovni qui tourne. Comment ça se passe à Orly choisi Vitry pour 113 à ce moment-là? Pas encore les Princes de la Ville, c'est vraiment Truc de Fou. Truc de Fou, ouais, comme tu dis ça. Comment les gens dans la ville, ils les perçoivent? C'était mortel parce que déjà, c'était une nouvelle façon de rapper. C'était nouveau, le son aussi est nouveau. Et Doudou, surtout, il a porté une génération, il a connu les grands débuts du rap. Et voilà, choisi Orly Vitry, tout le monde écoutait ce son.
Ok. Truc de fou. En plus, on avait fait un maxi exprès pour ça. Ouais. Et le maxi tournait dans tous les DJ l'a fait. Et ça tourne. Truc de fou tourne. Il est super bien perçu et voilà. Ensuite, il y a donc 113, ils vont faire l'album Les Princes de la Ville. C'est produit par Alariana. C'est la famille Amédi qui est derrière Alariana. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a des oncles Amédi. Ouais, un oncle Amédi. Ok. Et il y a, de l'autre côté, il y a Double H de Cat Killer. Vont coproduire. Et tout ça, ça va être signé en licence chez Sony. Sony Small. Ouais. Voilà. Et toi, t'es mandaté pour réaliser cet album. Ouais. Donc déjà, pour ceux qui savent pas ce que c'est que réaliser un album, est-ce que tu peux expliquer? Réalisation, tout simplement, c'est de trouver un certain cheminement qui va conduire le morceau du début, un milieu et une fin, avec une certaine trajectoire sur un titre qu'on va intituler et qui a rapport avec la musique qu'on va lui donner. Voilà. Okay. C'est vraiment conceptualiser le son de A à Z. Ok. Pas spécialement écrire les textes, mais lui donner vraiment une couleur, une direction, et qui fait qu'on image quand on écoute le morceau, qu'on lui donne des images et qu'on sache qu'il y ait une histoire ou peu importe. Voilà. Qui a eu l'idée de te mettre toi sur ce boulot-là? C'était un boulot qui vient naturellement depuis, je pense que c'est un petit peu Mehdi, hein. En même temps c'est un peu Mehdi parce que toujours derrière, toujours à dire ça c'est bon, ça c'est moins bon, et ça devient un automatisme au fur et à mesure, tu vois. Et puis moi j'avais déjà, quand j'écoutais les sons que Mehdi fait, je l'ai dit j'ai un titre pour ce morceau, ça serait bien si c'est lui qui rappe comme ci, s'il rappe comme ça, je vois plutôt un refrain comme ça. Et puis quand on arrive à Nibaro, Nibaro c'est pas la même parce que Nibaro 113 avait déjà plein de morceaux préenregistrés. Donc ils avaient déjà un peu maquetté et on a fait un ou deux titres en plus. Mais là, quand il y a le succès d'Estime, ils avaient déjà vendu, je pense, une 20aine de 1000 d'albums. Et Prince de la Ville arrive vite. Ils sont signés chez Small et on veut un album vite. On veut rebondir très vite. Enchaîner derrière, truc de fou. Voilà, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, on veut enchaîner derrière truc de fou. Et c'est là que la conception de l'album se met en place. Donc l'album classique. Voilà. On va y revenir un peu plus dans les détails, mais moi j'aimerais qu'on parle de toi sur cet album-là. Ça veut dire, là, t'es pas réalisateur comme tu l'as fait sur d'autres projets de la Mafia qu'un frère avant. Là, il y a Sony, donc il y a un contrat, il y a des papiers, t'es payé pour ça. Est-ce que c'est pas la première fois que tu vas recevoir de l'argent, en plus c'est un album à succès, un chèque qui vient d'un contrat par rapport à un boulot pour Sony? C'est la première fois que tu te retrouves avec ce genre de chèque? En euros, c'est la première fois. Mais la première fois, un chèque que j'ai eu, c'était en 98, lorsque je sors mon premier album. Donc il m'a fallu à peu près 8 ans pour toucher un premier chèque. Voilà. Donc je touche un premier chèque qui était en francs à l'époque, je peux le dire, c'est 27 000 francs. Même moi, j'avais une banque, que je savais même pas si j'avais une banque, et je dis à un pote à moi qui était basketteur professionnel à l'époque, est-ce que j'avais pas mis de nom, est-ce que tu peux m'encaisser ce chèque? Et parce que je savais pas que j'avais un livret A, je connaissais rien encore, tu vois. Et finalement, il me sort l'argent liquide, je donne la moitié. Sorti 27 000 francs. 27 000 francs. Et je donne la moitié à ma mère et l'autre, je vais acheter des survêtements. Voilà. C'était de l'argent. J'avais jamais vu ça, la somme. Je pris en liquide comme ça. En liquide. Il m'a sorti ça en liquide. Je donne la moitié à ma mère et le reste, survêtements coq sportif. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit quand t'es venu avec du liquide comme ça? Où t'as eu ça? Je lui ai dit, j'ai travaillé. Je lui ai dit, j'ai travaillé. Je voulais pas lui dire l'aspect musique encore. Je lui ai dit, j'ai travaillé, voilà, tiens. Et elle était contente, tu vois. T'as travaillé. Et puis, c'était des francs, tu vois. Et il y avait survêt Lacoste, je m'éclate un peu, je pars aux Antilles et tout, je m'éclate. Et vraiment, arrivé à Prince de la Ville, on sait qu'on a un contrat qu'on doit honorer dans un certain délai. Et voilà, on n'est pas là pour s'amuser, quoi. On n'est pas pour ça. Il y a l'Ariana, il y a Double H, il y a Sony qui font des allers-retours souvent où on a enregistré pour voir où on en est dans le process. Vous enregistrez dans ce super studio de Toulouse? Toulouse. On en parle souvent ici. Énorme. Toulouse. Super. Toulouse. Énorme. Polygone. Voilà. Pour nous, c'était nouveau. C'était en plus on enregistre à l'été. En été 98, il fait super beau, fin de la Coupe du Monde, et on se retrouve au mois d'août à enregistrer à Polygone où il y a une bonne ambiance dans le pays. Il y a une ambiance. La France a gagné la Coupe du Monde. Il y a une ambiance. Tout le monde est heureux. Il y a pas mal de monde de la Mafia Cafri qui viennent. On fait des matchs de foot dehors. Des barbecues. On s'éclate. On s'éclate pendant ce temps.
Il y a quelque chose qui chauffe au studio et le soir, on avait certaines horaires à respecter. Et le soir, on arrive dans ce studio où il fallait frapper, quoi. Il fallait frapper, on n'avait pas le temps. Ok. La première fois que t'entends Hold Up terminé, qu'est-ce que tu te dis? Déjà, le Hold Up, elle a une super histoire parce que... On adore les anecdotes ici, raconte. Hold Up, la conception de cet album 113, Mehdi voulait un son nouveau. Nouveau, il voulait plus de hip-hop, il voulait un son hip-hop nouveau. Et lui, il avait déjà cette connexion avec Zdar à l'époque. Ouais. Depuis, il avait Solar. Depuis Solar. Et bien avant, parce qu'il avait fait un remix pour La Route est longue. Zdar, il avait kiffé. Il avait kiffé, il a dit, laisse-moi faire un remix. Et, Mehdi, donc La Route est longue de différents types de ton groupe. Et il a cette connexion avec Zdar qui l'amène vers d'autres mélodies, d'autres trucs, d'autres façons de faire, de voir la musique et tout. Et le jour que Mehdi me dit, à l'époque, il habitait sur Alexandre Dumas, il me dit, j'ai fait 2-3 trucs pour 113, viens écouter. Et il me fait écouter et c'était pas du rap, tu vois. Et c'était vachement rapide. Et il me dit, j'ai pensé à ça, et il accélère le BPM encore. Et il me dit, tu penses que, je sais pas, vas-y, ramène à Polygone, on verra. Et on part à Polygone, et on est avec le 113 qui avait déjà leurs textes, des textes, il met gros. Il met gros, la musique, et on dit, vous pouvez nous faire un truc là-dessus? Et ils nous font gros. Oh là 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 là. Mais ça veut dire que 113, quand ils entendent l'instru de gros, ils se disent pas, attends, c'est bizarre ces trucs. Non, ils le font. Ils le font, il y a une énergie, il y a un rythme. C'est spécial, hein. C'est spécial, il y a une chose que personne n'a fait, que personne fait. Il fait gros, et là, on devient fou. Et peu de temps avant, une fois qu'on a fait gros, Prince de la Ville, tout ça, où il y a la certaine anecdote de Jimmy Sissoko, là, qui est dans le livre. J'ai vu dans le livre. C'était incroyable, ce moment aussi. C'était incroyable. Et on arrive, on n'a pas tous les titres. On n'a pas tous les titres de l'album. Et la fin de Polygone, malheureusement, la fin de Polygone arrive. Et on doit retourner à Paris. On décide de faire les featuring, on décide de les faire chez Cut Killer. Et pour ça, bien avant, on va à Marseille demander à Pone. Parce que, là, je reviens sur une anecdote avec toi en plus. À l'époque de La Furie et la Foi, quand Mehdi écoute La Furie et la Foi, il prend une claque magistrale de Funky Family. Et à ce moment-là, nous, on s'était vus chez Mehdi. Je sais pas si tu te rappelles le petit studio qu'il avait. Si, je me rappelle. Et là, je me rappelle même, il t'avait, à cette époque-là, Mehdi voulait te produire absolument. Voilà. Il bossait beaucoup ensemble. Il faisait plein d'instrus et il voulait qu'on fasse ça. Il voulait que tu fasses des projets. Il t'avait dit à la Biggie Small, je te fais un truc, et voilà. On avait fait un Big Papa. Un Big Papa imitation, comme ça. Exactement. Voilà. Et c'est là qu'il prend une claque par Pone, la Funky Family. Il se dit, non mais, les sons, c'est ouf. Comment il arrive à mêler les mélodies, ça reste Mobb Deep, mais il y a une certaine, et les rappeurs, ça tue. Mais c'est comme ça, le rap, maintenant, c'est fini. Et Mehdi, il avait une détermination sur Pone. Et quand il fait ses sons, il dit, ce qui irait bien avec les sons de 113, il faut qu'on demande à Pone. Et nous, on demande à Karim Thiam, qui était DA à l'époque. Chez Sony. Qui était chez Sony. FF était chez Sony aussi. Bien sûr. Donc. Et il réussit à nous faire la connexion avec Pone. Et Pone nous donne rendez-vous à Marseille. Et on part à Marseille, on loue un hôtel, on est à l'hôtel Ibis à côté de la gare. Il y avait moi, Mehdi, Rimka AP et moi-même. On va chez Pone, et à l'époque il habitait avec Don Choa, ils étaient en coloc. Et là Pone, on arrive, il sortait d'un gros album aussi qui avait tué et tout, il nous fait écouter une 50aine de sons. Mais que des trucs qui tuent, des trucs... on n'arrive même pas, on dit ça tue trop. Choisir c'est compliqué. Choisir c'est compliqué. Et là, bam, on tombe sur un son. La pépite. 2, parce qu'il y a Réservoir Drogue déjà. Et il y a Hold Up. C'est dingue, ce morceau est dingue. On s'est arrêté, on dit, ça, on va le faire avec Intouchable. C'est toi qui as l'idée de mettre. C'est moi qui ai eu l'idée. Mais Hold Up, c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est Rimka qui a eu l'idée. Ça, c'est avec Intouchable, ce morceau, ça va tuer. Et c'est de là on récupère les morceaux de chez Pone, les pistes et tout, et on repart après à enregistrer chez Cut Killer. Et là, c'est là que, et pour le souvenir que j'ai, c'est à force d'enregistrer chez Cut Killer, c'est moi qui prenais les enregistrements. Tu faisais les prises de voix. C'est moi qui faisais les prises de voix. Il avait un petit matos, et il avait plus d'ingé.
T'as eu la formation de Mehdi, ça voilà, y est. La formation, juste les prises de voix, voilà, sur ordi, Pro Tools. Et là, c'est 113 avec l'Intouchable qui viennent sur ce morceau. Ok. Et tu vois le morceau que ça donne, c'est énorme. Tu sais pourquoi il n'y a jamais eu de clip de ça? Pourquoi il n'y a pas eu de clip de ça? Pourquoi, on pourrait se dire aussi, pourquoi il n'y a pas eu de gros Zénith ou gros Bercy, tu vois? C'est vrai en plus. Ouais, il y a eu Les Princes de la Ville, qui était le clip. Ouais. À cette époque-là, il y a eu quoi encore? Tonton du Bled, Jackpot, voilà. Mais il n'y a jamais eu Hold Up, alors qu'Hold Up, c'est le premier morceau qui est rentré en radio, je me rappelle, il tournait en boucle sur Skyrock. En boucle, et je pense qu'il y avait le recul quand même de cette maison de disques, du titre déjà, Hold Up. Ouais, je pense qu'il y avait le recul. On va faire un clip de dingue, ils vont braquer tout le monde. Ouais, ils vont braquer, les keufs, ils vont nous retirer les albums des bacs. Je pense qu'il y avait déjà ce recul-là des maisons de disques à l'époque. Possible. Mais ça leur allait bien, Tonton du Bled, tout ça. Mais l'album avait tellement un succès énorme que même eux, ils avaient des tournées. La tournée, elle était infinissable. Ils ont pas fait une grosse date parisienne? Justement, c'est là que j'en viens. C'est fou, ça. La tournée a duré. Il y avait des clubs, il y avait des festivals. Ça a duré. Et au fur et à mesure, l'album, il dure 1 an et demi. Et là, Karim Sam, il dit, bon, il y a de la demande, mais ça serait temps de faire une grosse date parisienne. Et le temps qu'ils réagissent, il n'y avait pas la même méthode que maintenant. Le temps qu'ils réagissent, l'album a commencé à faire ça. Redescendre. Et quand ils demandent de faire un gros zénith, ils lancent la date, mais on voit que les billets ne décollent pas. Les billets, et parce que l'album avait trop pris de vécu et est redescendu. Et là, on voit... Cette date arrive trop tard. Trop tard, et ils voient que les billets... Ils se rétractent. Il faut faire un deuxième album. Et il faut faire un deuxième, et dans les conditions, vite. C'est ça, toujours. Vite, parce que sinon... D'où le titre de l'album. Voilà, on arrive trop tard, on ne pouvait pas faire Prince de la Ville et sortir 6 ans après un album, tu vois. Il fallait... On connaît souvent les difficultés de faire un deuxième album qui pète autant que le premier. C'est très compliqué. Et Tonton du Bled, quand tu l'entends terminer, tu sais que c'est un hit comme ça ou pas? Je sais, parce que c'est communautaire, c'est bien écrit, c'est bien agencé. Il y a une histoire, c'est marrant, c'est en pleine effervescence du truc, ça ressemble au 113. Et je sais que c'est un hit, je sais que ça va devenir un hit, quoi. C'est dingue, je me rappelle quand c'est sorti. Mais Jackpot, j'ai quand même une faiblesse pour Jackpot parce qu'il a une vraie histoire, quoi. Jackpot a une vraie histoire. Je l'ai lu, ce passage avec Jimmy Sissoko. Je sais pas, j'ai pas envie de raconter tout le bouquin, faut que les gens aussi aillent l'acheter, mais bon. Et ce qui est marrant, c'est que Jimmy, sur les réseaux, il y a 6-7 mois, et je lui demande, tu te rappelles l'enregistrement à Polygone? Je lui dis, ouais, justement, je fais un livre là, et il y a une anecdote dedans. Et il me dit, comment ça? Il se rappelle pas? Il se rappelle pas. Et je lui dis, ouais, non, mais t'inquiète, tu verras. Je lui dis, il se rappelle plus. Mais c'était dur pour lui, ce jour-là. Il a pris un chiffre, mais c'était dur. Mais déjà, cette rapidité au niveau des billets d'avion. J'en dis pas plus. C'était dur parce que on est une époque, où c'est hip-hop. Et je me rappelle, Rimka aimait le truc dur, aimait le raga, le truc. Mais la R&B, tu pouvais pas... il voulait rien savoir. Rimka, il voulait rien savoir de ça, il voulait pas. C'est Mokobe qui réussit à convaincre Rimka qu'il faut Jimmy Sissoko sur ce morceau. Mais on savait que Jimmy, quand même, c'était la pointure en France. On savait, donc il dit oui. Rimka dit oui, sur ce morceau. Même Mehdi, il a dit, ouais, Jimmy, il y a que Jimmy qui peut défoncer le morceau. Mais Jimmy s'attend pas dans... Voilà, dans le petit laps de temps qu'il va avoir, qu'il faut produire et qu'il faut vite repartir, quoi. C'est clair. Voilà. Vous suivrez l'anecdote. Voilà, dans le bouquin, achetez le bouquin. Et après, bon, on connaît la carrière que 113 a, mais comment ça se passe dans un Mafia Qu'un Free? Et là, j'ai besoin d'honnêteté, pas de politique. Toi, avec différents types, vous êtes arrivés les premiers, Ideal J ensuite, Rof, même s'il a pas encore sorti, je sais pas s'il a déjà sorti, il a déjà sorti le code, premier album, le code d'honneur, il a déjà sorti, voilà. Rof est déjà sorti aussi. Finalement, le premier gros succès d'un Mafia Qu'un Free, c'est 113. 113, Comment ça se passe en interne? Tout le monde le vit bien? Ou il y a quand même des gens, sans être mauvais, méchants, mais qui se disent, putain, et moi, c'est quand? Est-ce qu'il y a ça? Il y a pas ça. Il y a pas ça parce que 113 fait participer lors des tournées. Il y a Rof qui part. Important ça.
Rof qui part en tournée avec 113 dans Prince de la Ville. Il y a Intouchable qui joue Hold Up aussi. Et ça, justement, ça a été un tremplin. Ça, c'est bien ça. Pour pas mal de monde. Ouais. Rof commence à s'identifier, il défonce partout où il passe. Hostile a un œil sur Rof, direct. Voilà. Après 113, Intouchable, lui, voulait continuer. Il y a Dawala qui les accroche. Ils font leur propre album aussi. Ouais. Et finalement, c'est un tremplin pour tout le monde. Profite du succès de 113. Profite du succès cool. des spots qu'on leur met dessus. Tout le monde profite de ça. Et ça a été, en plus, il y a le nom Mafia qu'un fric qui ressort. Ouais. Et c'est là, un peu, dans les mêmes dates, Rof, le vrai premier album de Mafia qu'un fric, c'est là que ça se passe. Okay. La cerise sur le ghetto. On va en parler après. Il y a pas de, tout se passe bien. Tout se passe bien dans le meilleur du monde. Sauf qu'on n'avait pas encore ce truc de, ce morceau, il est bien, viens le clip. Celui-là, il est bien, viens. Il y avait pas encore déjà, ça. les clips, ça coûtait très cher à l'époque. C'était pas la même politique, tout ça. Xavier Denot. Xavier Denot. Si tu nous entends. T'étais cher, mon pote, t'étais cher. T'aimais trop l'argent, Xavier Denot. Je lui ai dit sur les réseaux, de toute façon. Il aimait l'argent, putain. Pour avoir Xavier Denot à l'époque, putain. Bon, j'aimerais qu'on parle de... Xavier Denot. Putain, impossible. Xavier, on te salue. Ouais. J'aimerais qu'on parle de la relation que tu avais avec Danny Dan. Ouais. Très important. Ouais. Vous avez fait 2 morceaux, moi en tout cas, que j'ai en tête, peut-être plus, je sais pas. Ouais, 2. Ok. Gravé sur tes choses, c'est ça. Et Fla. Ouais. Fla. Ouais, gravé sur tes choses, notamment le Mix Minute. Le fameux Mix Minute. Mais je me rappelle, je l'ai découvert là-bas en fait. Je l'ai découvert chez Ticaret, donc ouais. C'est là-bas, Sage Poète, voilà, un peu comme différents types, trois à rapper. On découvre l'album qui est produit par Jimmy J, là, qui sort là. Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Je trouve que ça défonce. C'est un truc de fou. Défonce sur scène, ça défonce. Il y avait pas que l'énergie, il y avait cette façon de s'exprimer au public, et chaque identité différente. En plus, les deux sont des frères, puis c'est une amitié, voilà, ils ont démarré de rien aussi. Et puis, on se rencontre à Biarritz la première fois. Ah ouais? Ouais, la première fois où on rencontre Sage Poète, ils font un concert à Biarritz avec Alliance Ethnique. Ok. Et c'est de là, nous, en tant que jeunes du quartier, on se réunit avec Ideaji, différents types et plein de mecs qui gravitent autour. On va pas à Biarritz pour rapper, on va à Biarritz parce qu'il y a un festival de rap. Ok. Voilà, on y va pour regarder. De vous-même, nous-mêmes. C'est pas genre une association, non, MJC. De nous-mêmes. Vous-même, ok. De nous-mêmes, avec plein de potes, on loue un Formule 1. Okay. On part tous aller voir ce concert. Sage Poète, Alliance Ethnique. Et je te dirai même une anecdote sur Alliance Ethnique après. Je veux bien. Volontiers, pas de souci. Et on part là-bas, et puis on passe un week-end à Biarritz, du jamais vu. Okay. Avec 5 par chambre, tout ce que tu veux, mais on voit Alliance Ethnique qui était à l'époque simple et funky, qui défonçait, et on voit Sage Poète, et c'est là que je fais la rencontre de Zoxy, Mélopé, tout ça. Okay. Et peu de temps après, on rentre, on devait rester 3 jours, on est resté 4 ou 5 jours. On rentre en train de Biarritz, c'était super loin. Et c'est ça qui nous motivait à vouloir faire de la scène, d'autant plus encore. Okay. Et quand on rentre, c'était un peu toute la même troupe. Médard, qui était lui, qui était un peu plus loin que Colombe. Et Argenteuil, je crois. Ouais, Argenteuil. Et il y avait Kamel qui était en connexion un peu avec Mehdi, parce que le DJ de Sarcelles, Nasser, connaissait Mehdi. Qui était mon DJ. Ouais, qui était ton DJ, voilà. Qui faisait plus dans la funk, tout ça. Ouais. Et la petite connexion avec Kamel, c'est qu'il passait souvent chez Mehdi, et c'est là que je fais la rencontre de Kamel. Ouais, voilà. Lui aussi il rappe, il aime bien ci, il aime bien ça. Okay. Et à force qu'on se voit assez souvent, et un jour Mehdi avec Nasser décide, ils se disent pourquoi pas faire un groupe Manuké et Kamel. Ah ouais? Carrément. Un jour, Manuké et Kamel. T'as failli être funky. Non, c'était pas dans cette direction. C'était plus de la funk et tout, mais en rappant, tu vois, un délire. Mais déjà, je sais que vous avez un point commun tous les deux, c'est la Native Tongue. Ouais.
Kamel, c'est un fan de trap. Voilà, exactement. Tout ça, donc je pense que déjà. Et ça. Et le groupe devait s'appeler Mad in Funk. C'est pas vrai. Mad in Funk, et finalement, après, ça c'est, je sais pas pourquoi, Alliance Ethnique a décollé après. Hein. Kamel a pris l'avion tout seul, il m'a regardé du rétro, et il est parti. Mais c'est un truc de fou, je savais pas ça. Ouais. Et après, moi, je pars aux USA. Ok. Et j'ai connu Médard un petit peu plus, je pars aux USA, et je savais où ils enregistraient Alliance Ethnique, leur deuxième album. Okay. Avec la roue, là. C'est vrai qu'il y a moins marché. Comeback. Ouais, Fat Comeback qui a moins marché, ils l'ont enregistré aux US et tout. Et ce jour-là, Kamel me dit de passer au studio. Ouais, on va faire un morceau, peut-être qu'on va le mettre dans l'album. Et à cette époque, j'étais déterminé, j'y croyais pas. Je dis, attends, il m'invite sur l'album à New York, je vais poser. C'est un truc de ouf. J'y vais, je me démerde, hop, j'arrive dans le studio, gros studio de ouf. À l'époque, c'était la Gazelle qui était leur manager. Et j'arrive et tout, et je pose un couplet, je pose un 8 mesures sur un son. Et finalement, ils l'ont pas gardé, quoi. Mais je pense savoir pourquoi, je te le dirai en en externe aussi. Il y a pas de problème. Ouais, voilà. Et voilà, la petite connexion avec Kamel, c'était mortel. Et comme ça, j'ai connu Danny Dan. Et on est resté en relation. Voilà. Et un jour, Mehdi, il fait un son de ouf avec le fameux sample de Big Red Daddy. Mauvais garçon, on fait bien attention. De tirer de la haine. Ouais, voilà, et on part à Ticaret l'enregistrer. Moi, j'avais déjà écrit mon couplet. Danny Dan, c'était précieux de toute façon à l'époque. On pouvait pas arriver, se poser, du coca, des chips et commencer parce que Moda est facturé derrière. C'est ça. Donc, c'est en époque de francs, mais facturé. Nous, on se dit, on a besoin de, 2 heures pour enregistrer le titre. Je crois qu'il faisait 25 francs l'heure. Je crois, c'était un truc comme ça. On commence à enregistrer, ça se passe super bien. Moi, j'avais ramené 2-3 Zoulous d'Orly avec moi. Et tu entends les voix derrière un peu à la Queensbridge. Ouais, représente le quartier, ça tuait, quoi. On dit, on laisse, ça tue, ça défend. Et même le mec qui était là, nous accompagnait, on a dit, tiens, va derrière le micro, dis ça. Et moi, derrière le micro. Jamais fait ça. Ouais, j'avais fait ça. Et il disait, la façon qu'il dit, on dit, c'est bon, t'inquiète, ça tue. Et on enregistre et on commence à mixer le morceau. Et on se rend compte avec Mehdi, on se regarde, on dit 2 heures, mais on a déjà enregistré les voix. Et sur les 2 heures, il nous reste une demi-heure. Comment vous allez mixer, c'est impossible. Comment on va le mixer le morceau et donc moi j'interpelle Moda. Je lui dis, coûte combien la séance? Je savais combien elle coûtait. J'essayais de gratter dans les pièces. Tu vois, et moi, j'avais un peu de pièces. Et Mehdi aussi, avec quelques francs. Et Moda, il dit, c'est 25 francs de l'heure, là. Là, vous êtes pratiquement à la fin, là. Ouais, mais nous, on a besoin qu'il soit mixé, le morceau. Ah, mixé en plus? Et je dis, ouais. On est là dans le studio. Moda, il touche 3 boutons. Hop, il remet le morceau, ça pète et tout, les voix, il équipe pas. Voilà, il est mixé. Et moi, il dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Après, il dit, voilà, ça s'appelle Mix Minute. Et après, il sonnait, il pétait le morceau dans une petite cabine. Et puis après, très bien comment c'était. Et Modas qui répond. Dans ses enceintes, ça sonne. Ça sonne. Et lui, il dit, vous entendez vos voix, vous entendez la boucle, ça suffit. C'est bon. Ouais. Et après, ce qu'il répond, Moda, et c'est là qu'il m'a tué, il a dit, de toute façon, vous avez pas plus. Et on s'est regardé. Non. Voilà, c'est bon. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, Moda, il s'appelle Mix Minute. Il a dû te faire la même aussi. J'ai vécu que ça, moi. T'as vécu que ça, t'as pas plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu saisisses? Et eux, ils étaient là ils avaient une facture à payer. Il y avait des fringues qui balançaient, les baggies qui étaient là depuis 8 mois, qu'ils voulaient vendre. Et il fallait payer la boutique, tu vois. Et bon, après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, ils étaient censés me produire. Ouais, donc t'étais infiltré, donc je payais pas, moi, vrai. Mais ça allait vite quand même. Mais ça allait très vite. Moda, il rigolait pas avec ça. Vite. Il montait la voix. Ça pète bien, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, là? Oui, je trouve que c'est pas mal, là. Ils étaient complices, les deux, là, les enfoirés. D'ailleurs, Dan, il doit me passer un disque, là. Il m'a dit, je dois te donner un vinyle. Il m'a passé. Moi, j'ai vinyle. Ouais. Fais pas attention au mix. c'est tout ce que j'ai à dire. Mais on retrouve l'ambiance de l'époque et ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est vraiment, t'écoutes. Mais les mix, c'est là. Aujourd'hui, on a fait des grandes choses. On a bien eu sûr. Des mix professionnels. On a évolué.
Donc on s'est habitué à ce luxe. Nous sommes devenus des petits bourgeois. Grave. Et d'entendre ça, tu te dis, c'est ça qu'on faisait à l'époque. Oh, putain, ils nous ont... Les mix, c'est chaud. Rends-moi mon argent, quitte à dire, rends-moi mes francs. Mais c'est marrant, moi, tu dois avoir le truc. Surtout que votre morceau, c'était le Ghetto avec Kerry. Différents types featuring Kerry. Ghetto, représente le ghetto. C'était ce morceau-là. Le mix. Oh là là. Le mix. Tu te rappelles, en plus, il y avait le petit escalier là qui descendait. Je me rappelle. Il fallait surveiller surtout qu'il n'y ait pas un mec qui descende l'escalier. Parce que avec les trucs, et t'entendais dans le mix, tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, ça passait dans le micro. Ça passait dans le micro. Donc tu rappelles l'enregistrement mortel, et puis Moda, il venait derrière. Vous avez combien déjà 25. Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est un délire. Ça pète. Non, mais ça pète. Il disait ça pète. Non, c'était trop. Mais en même temps, je sais pas si tu connais cette anecdote de Wu-Tang de 36 Chambers, où il dit que Reza dit que dans les conditions où on a enregistré l'album, ils ont enregistré l'album de 36 Chambers, qui est un album monumental. Mythique, classique. Ouais, classique à jamais. Et ils disent qu'ils ont pas mixé l'album. Bah, ça s'entend. Ouais, et ils l'ont pas mixé, et il y avait tellement... Voilà, et ils l'ont juste masterisé, et oh non, on le mixe pas, allez. Moi, personnellement, Wu-Tang, quand c'est sorti, j'ai eu du mal à cause de ça, en fait. Il y a des gens qui trouvaient ce côté crade, ce qui faisait le charme. Moi, je me disais, mais c'est pas mixé, tout ça. Bon, aujourd'hui, avec du recul, je kiffe. Ouais, c'est vrai. Mais quand c'est sorti, j'ai rien compris. Je me dis, mais attends. Ça voit comme ça. C'est ça. Reza, il a dit, on laisse comme ça. Ça a fait le charme du truc. Voilà. Et Moda, il était dans la même conception. Il était en avance là-dessus. Attends, ça pète. De toute façon, vous avez pas plus. Avec sa petite voix, avec ses lunettes. C'est ça. C'était encore un truc magique, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, ok, Danny Dan, moi, les deux morceaux que vous avez faits, je les trouve magnifique. Je me suis dit, ces deux mecs, ils vont faire un projet ensemble, un EP ou un album. Est-ce que vous y avez pensé Ouais, on y a pensé. Et pourquoi vous l'avez jamais fait? On y a pensé, David Shear te le dira, parce que il y a eu longtemps, on en discutait. Il y a eu cette connexion. Au lieu que ça soit moi, finalement, ça a été All Carry. Ouais. Au lieu que ça soit moi, et je pense que à un certain moment, All Carry avait une certaine trajectoire aussi, commençait à monter. Moi, j'étais comme ça, comme si, à cette époque, tu dis, All Carry était plus en hype et tout. Et puis, forcément, la connexion s'est fait deux. Mais on en a longtemps parlé. Même Zoxy devait faire la moitié des sons, Mehdi l'autre moitié. Franchement, on en a longtemps parlé. Ça aurait été bien. Non, j'aimerais qu'on parle rapidement aussi de tes albums solo, parce qu'il y a un moment, différents types, ça n'existe plus. Jason arrête de rapper. Ouais, il arrête de rapper, il est plus dans la vie active, il commence à trouver un petit boulot, il se marie, tout, voilà. Et Mistaflo est incarcéré pendant 27 mois. Ah ouais, ça c'était une autre peine. Ouais. Ok. Donc du coup, tu pars en solo. Ouais. Tu fais ton premier album. Qui est un album indépendant. Ouais. C'est l'époque à l'Ariana, ça. Ouais, l'époque à l'Ariana. Voilà. C'est Manuscrit? Non, c'est éponyme. Manuscrit arrive après en Manuscrit, c'est celui d'après. Ok. Et donc là, le premier album, c'est celui où il y a Nettoyage. Ouais. Nettoyage, le morceau, il y avait un buzz sur ce morceau. Je te jure que on avait l'impression, nous, d'où on était, qui passait à la radio sur Skyrock et tout. Je te dis la vérité. Et hier, en préparant l'émission, parce que je suis un mec sérieux qui prépare ses émissions, je me suis remis le clip et j'ai compris pourquoi je pensais qu'il passait à la radio. Ouais. Il y a une scène où vous êtes avec Fred de Sky, il y a Skyrock ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, exactement. Je te jure que ça s'est rentré dans ma tête. Ouais. J'ai l'impression que le morceau il tournait. Et il me semble, si je dis pas de conneries, si ma mémoire me flanche pas trop, que D-Fool dans son émission, des fois, il jouait le morceau. Bien sûr, exactement. Ouais, ok, donc voilà. Ça fait que vous avez pas eu de playlist. Ouais. Mais vous avez fait un clip et vous avez eu ces petits coups de pouce, petit coup de pouce de D-Fool quand même. Est-ce que, au niveau indépendant, je parle vraiment indépendant, il y a une répercussion sur les chiffres? Je parle pas de faire disque d'or, tout ça, mais tu sais, à l'époque, en indé, tu vendais 10 000, 15 000, 20 000, c'était bien. Ça. Ouais, cet album a fait dans les 10-15 000 d'ailleurs. Ok. Ouais. Et t'as vu que cette scène en studio dans le Skyrock, que les jeunes la reprennent maintenant. Ouais. T'as vu? Ouais, c'est vrai. 20 ans après, les jeunes, ils font des clips là-dedans où il y a Fred de Sky, le Check et tout. Et nous, on avait déjà cette idée de dire, on va enregistrer là-bas, ça va marquer un petit peu le coup, tu vois. C'est fou. Ouais, ça a fait quand même parce que Nettoyage, quand même, c'est un sample de fou. C'est Mehdi qui a fait ce son? Non, c'est le frère de Yvan Jacquemet.
qui avait fait. Donc ils vendent double pack. Ils vendent double pack. Il fait Gravé dans la roche aussi. Le gros succès de Sniper. Où il vend Jacques May. Son frère avait ramené un son et il a dit oui, mon frère il a ramené un truc, je vais vous faire écouter. Il nous fait écouter ça. Waouh, oh là là. C'est ouf. Mais ça et ça, on va faire un truc avec 113 là-dessus. Voilà. Ok, très bien. Et donc entre-temps, il y a le succès des Princes de la Ville. 113 cartonne. T'es réalisateur de l'album, mais t'es toujours rappeur. Et Sony te signe. C'est lié au succès de 113? Ils te surveillaient à ce moment-là, du coup? Non, je fais écouter des trucs à Karim Thiam. Qui travaille chez Sony. Qui travaille chez Sony. Moi, à ce moment-là, je suis à New York avec Mehdi. Ok. Je suis à New York, ça faisait 3 semaines j'étais à New York. Mehdi bossait sur son album, sur son truc espionnage, tout ça. Je suis à New York et à chaque fois on descendait et on allait dans le petit truc où on peut échanger sur Internet, tout ça, dans le cyber. Et là on reçoit un mail de Swill qui était mon agent à l'époque, qui était chez Alariana. Et il dit la nouvelle à Mehdi que Small s'est rapproché de Karim Thiam. Ils aimeraient bien faire une rencontre pour me signer. Et Mehdi, quand il sort du cyber, il me dit pas. Il me dit, j'ai une nouvelle pour toi, viens, on va manger un truc et tout. Non, t'inquiète. Et je le voyais euphorique et enthousiaste, il me saute dans les bras et tout. Et puis il me dit, j'ai eu Swill par mail, devine ce qu'il me dit, à Sony, Small, où il est le même truc que 113. Ils veulent me signer en solo. J'étais super content. Donc, si je comprends bien, toi, à ce moment-là, t'es à New York. La ville du rap. La ville du rap. Ta ville. Ma ville, voilà. T'es en train de kiffer, ça fait 3 semaines que t'es avec ton gars sûr, Mehdi. Et t'apprends une nouvelle que Sony veut te signer. Mais tu peux pas être mieux. Pas être mieux, j'écrivais déjà. Et eux, ils me disent qu'on rentre en studio fin septembre. Et là, vous êtes quel mois là? Là, on est l'été, c'est l'été. Ah ouais, donc c'est le vrai qui arrive là, dans pas longtemps. Il faut qu'on la rencontre avec Sony afin de faire les démarches. Signer, tu vois. Et dès que c'est signé, boum, vous allez en studio. Alors ça va vite parce qu'il y avait encore l'Ariana, c'est eux qui s'occupaient de tout. Moi, je faisais rien. Et j'étais encore à New York, j'écrivais. Là, quand tu sais que t'as peut-être un contrat qui va se faire et tout. Et là, j'écrivais, j'étais trop heureux. Il fait 30 degrés à New York, on t'apprend que tu vas signer chez Small, t'es avec ton bro, tu vois, t'es là, tu kiffes, quoi. Là, ça buvait des mi-checks à toute patate. Normal. Et après, voilà, je rentre à Paris, on s'organise, on réunit Jeff, on dit, voilà, par contre, le studio, moi, j'en avais marre de poser dans des grottes, dans des cavernes. Et voilà, il nous fallait un studio confortable, quoi être, voilà. T'as enregistré où ça, au studio de la Bastille. Ok, je vois très bien. Voilà. Cool. C'était assez cool. On avait du lockout. Et Jeff qui était là et tous les soirs, tous les membres de la Mafia Cafri qui passaient. C'était exceptionnel. Cool. Et ça s'est bien passé? Et t'avais signé que pour un album? Que pour un album. Que pour un album. Et cool. C'était mortel. J'ai vu t'allais faire un clip en Guadeloupe. Tout. Franchement. Rentrer au pays. Ça, c'était génial, ça. Ok. Très bien. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle de l'album de Mafia Cafri et plus précisément du morceau Pour ceux. J'ai envie que tu me donnes toutes les anecdotes autour de ce morceau. Tout ce dont tu te rappelles, j'ai besoin de le savoir ici. On a besoin de savoir. Pour ceux, moi à l'époque, je traînais beaucoup, qui habitait proche de chez moi, je traînais beaucoup avec Jacques, qui avait fait 75-80% de l'album La cerise sur le ghetto. Et lui, il avait jamais eu sa chance à l'époque. J'écoutais des sons de lui, c'était toujours ghetto, du son un peu crade qui faisait vraiment street rue. Et là, quand on se dit, on va faire l'album La cerise sur le ghetto, je pense à lui. Je dis, écoute, on va donner une vraie couleur à cet album. On va pas mettre de samples, tout ça, on va mettre des trucs un peu dynamiques, de rue, un peu crade et tout. Et un jour, il ramène des sons et il me fait écouter ce fameux sample de Pour ceux. Voilà. Que le sample? Que le sample. Il fait écouter que le sample. J'ai dit mortel, il me dit tu vas voir, j'ai l'idée d'un beat et tout. Je retourne chez lui le lendemain et là il avait fini le son. Je lui ai dit waouh. Et c'est moi qui l'amenais au studio à l'époque. Il mettait son matos, je le ramenais, je le ramenais. Et je me rappelle ce jour-là, on a enregistré En bas des tours. Un morceau qui s'appelle En bas des tours, sur une prod de Jacques aussi. Et le morceau, il est vite, on n'était pas beaucoup dessus, on était 4 ou 5. Il est fini et après on passe à côté, écouter d'autres sons. Et je dis à Jacques,
mets-leur le morceau. Je lui dis, je voulais leur faire une surprise, moi. Je lui dis, mets-leur le morceau d'hier soir. Donc, voilà. Quand tu dis surprise, ça veut dire que toi, tu sais. Je sais que déjà. Ça va faire de l'effet. Je sais déjà que ça va couper des jambes, celui-là. Ok. Parce que le sang, parce que la dynamique, tout ça. Et voilà, il met le temps. J'appelle tout le monde. On avait fini le morceau qu'on était en train de rester. J'appelle tout le monde. On passe à la suite parce qu'il était tôt encore. Ok. Et là, il met le fameux sample. Et là, Rof, il devient fou. C'est le premier à gratter. C'est le premier à gratter. Il gratte, il fait un 12. Il gratte, il fait un 12, il le pose. Et puis moi, je dis, non, ça fait plus refrain. Pour moi, ça fait refrain. Et tout le monde était un petit peu d'accord. Lui, il dit, ouais, vas-y, j'écris un autre truc. Ok. Et donc, on garde ça pour le refrain. Et lui, il écrit un truc encore plus long. Puisqu'au début, et on pensait, tout le monde kiffait, mais personne n'avait enclenché encore. Ok. Et finalement, il écrit un truc long, mais on dit que c'est trop long. Donc, il pose un 12. Okay. Et finalement, on dit, vas-y, tout le monde écrit un 12. Okay. Et c'était là il y avait un challenge qui était incroyable. Il y avait un challenge. Ça veut dire que Rof, il a déjà posé son refrain et son couplet. Voilà. Il a mis la barre, il a mis la boubka. La boubka, il l'a mis. Voilà. Okay. Sergei Boubka, il l'a mis très très haut, avec du son qui avait la patate. Il a posé son couplet et son refrain. Tenez, démerdez-vous avec ça. C'est dingue. Voilà, et chaque mec qui passait derrière le micro, il avait intérêt d'être au niveau. Et il y a eu des couplets. Franchement, et ce que j'aime bien, c'est que chacun avait son style. Et il y a des couplets qui sont d'anthologie. Mais on est obligé de parler du clip. Parce que quand le clip est sorti, je pense qu'il a donné encore une autre ampleur au morceau. Ouais, le morceau, en plus, pour ceux, ça a enregistré assez vite. Parce que tu sais, quand t'es dedans, quand tu vis le truc, t'écoutes le couplet de l'autre, et t'as envie de faire mieux ou aussi bien. Et tu trouves des rimes vite fait, tout ça. Pour ceux, il y avait c'était vraiment un vrai thème, tu vois. Donc le morceau a été enregistré en 2-3 heures comme ça. On était tous dessus, 2-3 heures. Et finalement, on enregistre ce morceau, on le fait écouter à Karim Thiam, dit oh là là, le truc de ouf et tout. Et avec Mokobé, on a l'idée, à cette époque-là, il y avait Courtrajmé qui avait une certaine visibilité sur les réseaux, qui faisait des petits courts-métrages avec les mecs qui étaient avec la pizza, des chiens comme ça. On dit, je me rappelle. Putain, il faut que je réussisse à trouver ces mecs-là, quoi. Et par le biais encore de Karim Thiam. Et lui, il connaissait ces mecs. Ouais, c'est Romain Gavras, c'est tout et tout et tout. Et nous, on prend, Mokobé et moi, on prend le CD, pré-enregistré, même pas mixé. Et on se donne rendez-vous avec Romain Gavras et son collègue. Et on leur fait écouter ça, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils connaissaient pas tous les rappeurs, hein. Ils connaissaient 2-3 rappeurs. Ils deviennent fous. Ils disent, tout de suite, là, l'idée, c'est eux qui ont eu la conception. Ils disent, tout de suite, là, l'idée, c'est de faire une journée qui se passe en pleine cité, où il se passe plein de choses, où il y a des motos, des chiens, des trucs. Et nous, pour nous, c'était irréalisable, ça. Pour nous, on se dit, putain, mais... Non, mais vous inquiétez pas, nous on a une petite caméra à la main. Il dit, mais ça suffit ça pour faire un clip. Pour nous, on a toujours vu des gros matériel, tout ça. Et non, vous inquiétez pas, c'est notre truc, ça, c'est notre truc. Mais bon, il y a la scène du chien, Démon One, tout ça. Il paraît que c'est Franck Gastambide qui. Bien sûr, oui, c'est lui. C'est pas il paraît, c'est lui. C'était un dresseur de chiens, son métier à l'époque. C'est un truc de fou, ça. Mais avant ça, et une fois qu'on valide ce truc. Je dis mais vous pouvez venir quand? Mais moi j'ai toujours le concept que les mecs qui font des clips c'est genre 6 mois après, 3 ans. Non, samedi là, on vient samedi. On était mercredi. Il dit non, samedi là, prépare les gars, on vient. On est trop chaud dessus. Donc moi j'appelle tout le monde. Je dis voilà, on va faire le clip de Pour ceux. Donc on va commencer à Orly. Voilà, on commence chez nous, on va aller choisir, on va aller à Vitry. Voilà. Et chacun va faire son couplet. Personne connaissait les gars. Ils arrivent à la 2 minutes, Romain Gavras et l'autre, ils arrivent en scooter, je me rappelle. Ils sont venus et ils voient 2 blancs arriver comme ça et tout. Le mec, ouais, voilà, on va faire le clip pour ceux. Vous mettez là, vous ramenez les motos et tout. Quand on a commencé à enregistrer, il y a eu les flics qui sont arrivés. On a dû arrêter, ils ont dit effacez la cassette. Mais heureusement qu'ils avaient commencé juste 2-3 minutes. Ils ont effacé, on a laissé partir les condés. Et là, on a commencé à enregistrer. Et là, c'était un truc de fou. Et après, quand ceux de Vitry, ils ont vu ça, le lendemain, c'était à Vitry, ainsi de suite, à Jacques-Cartier, ainsi de suite. Et après, c'est le résultat qui est ouf. Mais moi, j'ai besoin de savoir un truc sur ce clip. Parce que moi, il y a plein de petits qui tous les jours, ils me prenaient la tête, on avait des débats.
OGB. Ouais. OGB, il est dans un grec, il est en train de couper de la viande, tout ça. Mais tous les petits me disent OGB, il a un grec, a acheté un grec, c'est à lui, truc. Moi, je dis, mais non, c'est pas parce que vous le voyez dedans que c'est à lui. Mais tu dis, si, c'est à lui, tout ça, nan. Je veux en avoir le cœur net. C'est à lui ou pas? non, c'est pas à lui, en fait. J'avais raison, les petits, j'avais raison. Mais, ouais. OGB devait pas couper la viande au début. Ok. OGB devait servir. Ok. Il était là, le mec de Courtrajmé était là, il devait avoir certains mecs de la mafia Quinfri, il devait ramener une assiette et nous servir, genre le serveur, le truc. Mais qu'est-ce qu'il fait OGB? Il va derrière le comptoir. Ça tue. Et lui, il dit au bled, je fais ça. Au bled, je le fais, ouais. Et on avait commandé à bouffer. Et les mecs de Courtrajmé se regardent, il dit, mais ça tue, c'est chambé, on va te filmer comme ça. Il dit, ah ouais, il met la blouse. Magnifique. Et il fait son couplet. Oh, non, mais ça tue. Ça tue. Alors que au début, il devait être un simple serveur du truc. Okay. Il devait nous servir, 2 canettes et il ramenait Et finalement, il est passé derrière le comptoir. C'est encore mieux. Et on a acheté le mec qui faisait ça en vrai. On lui a demandé sa blouse. Voilà. Et il a enregistré comme ça. Et là, on a dit, wow, ça. C'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur passage du truc. Là, il est dingue ce passage. Ouais, tout le monde a cru qu'il avait un grec. Moi, il avait touché des millions. Les petits voulaient me tuer. Ils me disent, c'est à lui. Je disais, mais c'est pas obligé. Si, solide. Ah, ok. Et il faisait ça tellement bien. C'est ça. J'avoue, il était à l'aise. Ouais, il a dit au déblai qu'il coupait. Et puis quand OGB, il lève un seul sourcil. Ouais. Pas les deux. Il a une technique. Je sais pas comment il fait. Il lève un seul sourcil. Il est crédible dans tout ce qu'il fait, frère. Si tu nous entends, je te salue. C'était, pour moi, c'est la meilleure scène du clip. Il y a ça, et j'aime bien, dans le couplet Dry, je le dis souvent, Dry, il dit, c'est pour les mecs qui viennent dans le quartier, qui sont genre beaux gosses avec une canette en main. Sur ma vie, dans toutes les cités, il y a un mec comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec, il se met beau gosse pour traîner en bas de chez lui. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il va pas loin. Hein. Canette en main dans le ghetto. C'est surtout la petite canette rouge, c'est ça. Et quand il a dit ça, la phrase, elle paraît simple. Ouais. Mais j'ai dit, putain, il me rappelle lui. C'est ça, on s'identifie à tout ça. Apparemment, il y a quelqu'un dans le studio, là, c'est son cas, apparemment. Ouais, même cette scène, voilà, avec la scène de Demon One aussi, c'est ouais, non, c'est dingue. On arrive, il y a des chiens, l'autre aussi, il a une idée de fou. Courtrajmé, ils ont une idée de fou, quoi. Ah non, le truc des chiens, ça a bien marqué. Ouais. Et Rof, il est on fire dans le clip. Ouais, grave. Comment il bouge, tu vois, tu sens que, le fait de prendre la caméra, tourner autour. Ça tue. Ouais. Non, vraiment, ça. L'album a eu un succès aussi. Ouais. Il y a eu d'autres morceaux, il y a CBR, j'aime beaucoup CBR. Ouais. Une fois de plus, on n'est pas réactif sur les clips là-dessus aussi. C'est vrai. Encore c'est notre époque en vrai. C'est notre époque et CBR ça méritait. Hein, CBR ça méritait. Après il y a eu un couac avec Courtrajmé voulait refaire un clip, mais il voulait remettre encore des trucs encore plus fous. Et je crois que les gars ont pas trop adhéré. Ils ont dit pour ceux ça suffit quoi. Ouais, après surtout Sony ils ont besoin de pouvoir travailler aussi en télé. Ouais, exactement. On voulait faire je sais plus quel clip. Je sais plus quel clip, mais bon, après il y a eu d'autres clips, il y a eu Balance, tout ça. Et Rabzouz. Rabzouz. On voulait faire un clip et eux ils voyaient l'histoire à Clignancourt, au marché de Clignancourt, où nous on arrive et en plein marché de Clignancourt où on enlève les stands de tout le monde. Là tout le monde a droit. Ça y a des mecs qui peuvent sortir des chlasses, tout ça. C'est leur vie les stands, tout ça. Non, ça voilà, c'est ça. C'est là-dessus ils voulaient frapper. J'imagine tout le monde connaît ce secteur Clignancourt et vous arrivez. On va tout retourner dans Paname, vous soulevez les stands. Et là, tout le monde dit, les Courtrajmé, là, ça suffit à un moment. C'est bon, les gars. Ils nous ont mis bien, mais là, on va commencer à rentrer dans les vraies choses. Donc, c'était, merci à Courtrajmé, mais après, il y a une digression qui a été mise en place, voilà. C'est cool, ok. Ouais. Et toi, aujourd'hui, musicalement, qu'est-ce qui se passe? Musicalement, depuis 2010, après la réalisation du dernier album 113, qui était 113 degrés, je crois. Universal. Il se passe rien. Il se passe rien. Je me suis plongé dans la deuxième passion que j'aime, le basketball. Ok. Voilà, une reconversion en tant que coach. Donc il a fallu un long processus pour passer les diplômes. Sérieux, t'as des diplômes. Ouais, c'est sérieux parce que à un certain moment, pour rentrer dans un certain pôle, dans une structure, il faut être diplômé. Okay. Et il a fallu que je sois crédible, rentrer dans
dans une structure avec des diplômes convenant. Toi, t'es quel genre de coach? T'es un coach qui a un truc dans la bouche, un cure-dent ou une touillette non. Toi, t'es pas ce genre de coach là. Non, parce que ça donne une crédibilité des fois. On a l'impression que. Bien sûr. Non, mais toi, t'es pas comme ça. Moi, je suis un peu comme j'ai fait dans la musique, un peu fédérateur. Je discute beaucoup avec les gars. Tu réunis les gens au milieu comme ça. L'esprit d'équipe. Il y a un cri et tout. Voilà, un cri. Je réunis les gars. Okay. Des fois, quand les gars vont mal, je suis jusqu'à les appeler chez eux. C'est un peu comme ça, comme j'ai fait un peu dans la musique. Ça apprend ça. Quand tu passes le diplôme, on vous apprend ça. Non, ce côté-là, ça prend pas. C'est toi, ça. C'est ta personnalité qui ressort. C'est comment tu veux qu'on te perçoive, en fait, en tant que coach. Tu peux pas arriver, moi, dans ma nature, je peux pas arriver, qu'est-ce que tu vois, c'est pas crédible. Si j'arrive, je crie sur tout le monde. Attends, lui, il est pas comme ça, lui, il nous raconte des mythos. Et là, t'es plus crédible. Le coach, là, il est en train de nous jouer un rôle. Je l'ai vu dans des clips. Je l'ai vu dans des interviews. C'est pas lui. Alors, non, quand il nous dit de faire des allers-retours, on le fait pas, les gars, tu vois. Ça, directement, ça va être ça. C'est vrai. Tu dois avoir une certaine personnalité qui te ressemble, quoi. L'équipe que tu gères, ils savent que t'as une carrière de rappeur? Ouais, tout le monde sait. Tu sais, Mafia avec un Free, on n'est pas passé inaperçu. Même des fois, j'essayais de me planquer. J'ai passé mes premiers gros diplômes de CQP à Strasbourg, et qui est un contrat de qualif professionnel. J'ai dit, putain, j'arrive à Strasbourg, j'espère que personne me connaît. Putain, merde. J'arrive à Strasbourg, cousin. Non, je fais la première séquence, on parle de basket, des aspects terrain et tout. Et après, l'après-midi, on revient dans la classe, et le formateur, oui, à ce qui paraît, on a un rappeur ici. Il y a un mec à Poucave. Direct. Il y a un mec à Poucave, un mec de la formation qui est un ami à moi. Depuis, on est resté. Et la Poucave, j'avais un groupe. Le formateur a été voir sur le net. Il a tout vu. Bon, tu nous feras une petite chanson à la fin du truc. Tu vois, le truc un peu relou, quoi. C'est relou. Et à chaque fois, on se déplace avec l'équipe. Dans les tribunes, il y a du monde. Et forcément, il y a toujours un mec. T'es pas... des fois, je dis oui, j'ai pas envie de dire non, tu vois. T'es pas, tu ressembles, t'es pas, il y a toujours. C'est clair. Ouais. Du coup, en NBA, c'est qui ton équipe préférée, c'est laquelle? Longtemps que c'était Golden State. Après, j'ai beaucoup aimé les Celtics pour leur jeu. Et Los Angeles aussi, j'ai vu dans le bouquin que t'avais un maillot des Lakers. Magic Johnson. Très important, de Magic Johnson. C'était ton joueur. Voilà. Eh bien, sache que on arrive à la fin de cette émission. Et qu'ici, on offre toujours des cadeaux. Et c'est très bien que tu aimes les Lakers. Parce que ton cadeau est un livre de Phil Jackson. Putain, ça fait grand plaisir. Entraîneur. Merci. Des Chicago Bulls, des Lakers, qui a gagné 11 titres. 11 titres. On voit toutes les bagues dessus. Et ce livre est pour toi. Merci Driver, ça fait plaisir. Et voilà. Ça va être dans mon chevet, mon livre de chevet, Phil Jackson, parce que c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a gagné 11 titres, mais souvent avec des équipes différentes. Et avec des identités de joueurs différents. Et c'est très très dur à conceptionner. Et c'est lui qui a fait changer Jordan dans sa façon de jouer, surtout. Donc Phil Jackson est l'un des plus gros entraîneurs au monde. C'est clair. Parce que Jordan, quand il arrive au basket, il met des 30, 40 points, 50 points, et à chaque match. Et Phil Jackson, il a dit, écoute, tu vas arrêter avec tes 30, 50 points, tu vas partager le ballon aux autres, et vous serez plus fort. Jordan, il croyait pas à cette philosophie au début. Mais quand il a vu que ça a commencé à gagner 1 titre, 2 titres, il a tiré tous les joueurs sur lui et il donnait à joueur. C'est là qu'il dit que Phil Jackson l'a amené plus haut. Il a changé il a changé son histoire. Voilà. Merci beaucoup, Driver. Ce bouquin pour toi, et merci pour l'histoire. Qui aurait pu dire encore plus longtemps, on sait. Mais voilà. On en garde, t'as sorti un bouquin, rappelle comment s'appelle le livre. Les liens sacrés, disponible le 27, depuis sorti, et aux éditions Face Cachée, et hors cadre. Allez le pécho, il est partout, et il y a les liens un petit peu partout. Il y a des bêtes d'anecdotes, vous aurez l'anecdote sur Jimmy Sissoko, si vous allez prendre ce bouquin et plein d'autres dedans. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Et beaucoup de force pour le futur. Yes, big up, big up. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.